Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde magique, merveilleux et un peu drogué du comics, notamment cette semaine, puisque j'espère que cette semaine vous avez pris votre petit cachet de LSD, ou votre buvard de LSD plutôt, puisque pour vous parler de Promethea, je pense qu'il ne fallait que ça, donc de Alan Moore et de John Williams 3, qui n'est pas une marque d'électroménager. Ah, c'est vraiment John Williams 3. Ouais. Comme Diane, il l'a cru, je crois, à un moment. Mais il a un rapport avec John Williams. C'est non, c'est non, le compositeur notamment. En fait, c'est John Williams the Third. Et en français, du coup, ça fait 3. Bah, c'est le troisième. Le troisième, oui. Ah, c'est sûr que entre lui et James Tynion the Force, on a toute toute une série de numéros chez les auteurs ricains. Ouais, ils sont tous chez DC d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Donc cette semaine, est-ce qu'on a des news à vous partager? On a 2 remerciements, donc j'ai oublié les noms. Il y a des gens qui nous ont donné sur Tipeee, merci à eux. Oui, il y a Circe et j'ai plus l'autre nom. Watwood, je crois. Ouais, je sais plus. Je l'ai dit dans le truc sur Star Wars et j'ai plus noté. Bon bah merci beaucoup à eux. C'est très gentil. Carrément. Et n'hésitez pas à faire la même chose, puisque c'est grâce à ça que on va pouvoir se payer qu'on va pouvoir upgrader le PodTrack P4 qui est censé arriver. Nous l'attendons. Merci Woodbrass. D'ailleurs, des nouvelles? Non, j'ai pas de nouvelles. Du truc, il est en approvisionnement. Ils m'ont dit que j'avais un mois, donc on va devoir attendre patiemment avant de. De toute façon, on pourra l'utiliser que quand on sera plus en. Bah, on peut toujours. On pourra l'utiliser à 2, mais bon, ça va être la même chose. Bah, on pourra avoir des gens par téléphone, par exemple. On pourra avoir des gens par téléphone, effectivement. Donc. On pourra aussi changer les micros, les câbles. Aussi. Ouais, effectivement. Les câbles, ça, ils sont en train de mourir. Ça une nouvelle ère va s'ouvrir. Exactement. Peut-être. Cette semaine, normalement, il y a eu un nouveau Geek en série sur, je le redis et je le redirai, je pense, la meilleure série de 2020, qui est pour moi The Haunting of Bly Manor. Vraiment une super série. Et salut à Écureuil 51. Installe-toi bien. Ouais. Installez-toi bien. Bienvenue. Si je vole de grog. Donc nouveau Geek en série, le récap du Mando qui arrive demain normalement, mercredi pour les gens qui écoutent le live. Ouais. Donc tu parles de ce 4e épisode. Oui, enfin qui est le chapitre 12. Le chapitre 12. Précis, s'il te plaît. Et dimanche à 14h, j'enregistrerai sur notre Discord le chapitre du coup 13 qui sera diffusé vendredi. Ouais. Voilà. Xelpi qui n'a pas trouvé le lien. Je vais le lui passer. Il est en fin de tous les articles. Je vais le copier. Et apparemment, c'est l'épisode de confirmation de la nullité ultime des Stormtroopers, de ce que j'ai pu voir ci et là sur Internet, c'est ça? Ah oui, au niveau de la visée, c'est vraiment pas la précision. Mais moi je trouve qu'il y a une haine injuste. Non mais attends, mais on est d'accord qu'il essaie de viser avec un casque avec des yeux tout noirs et quand il fait nuit en plus tu vises comment, voilà. Moi je me rappellerai toujours de ce que nous a dit ce bon vieux Ben Kenobi en nous disant que c'était qu'il y avait que les troupes impériales qui étaient capables de faire de tels cartons quand ils trouvaient le. Eh ben oui, parce que comme ils savent pas viser, ils tirent au burin, donc ça fait des gros trous de partout. Ah, c'était ça que ça voulait dire, qu'en fait c'était mal tiré. Bien sûr, mais il te le dirait, c'est une question d'un certain point de vue, voilà, comme dirait quelqu'un. On va passer avec les petites news normalement. Et la fameuse, la génialissime, puisque je l'ai annoncé et je pense que je me suis tiré une balle dans le pied quand j'ai annoncé qu'il y aurait une Bat News jusqu'au début de la sortie de Batman au cinéma. Donc il va falloir bien qu'on trouve des moyens de meubler pendant qu'il n'y a pas de Bat News. Et là j'ai une belle façon de meubler, un beau meuble de 2 mètres et je te crois de 60 mètres de large pour 264 kilos. C'est une statue qui est apparue dans la ville de Burbank
là où il y a les locaux de DC, de l'éditeur, en Californie. Ils ont mis sur une place une statue de Batman Hush, d'après les designs de Jim Lee, de Hush, de Jim Lee et de zut, c'est qui avec lui? J'ai un trou de mémoire. Dans quoi? Dans Silence, c'est En c'est Jim scénariste. Ouais, en scénariste. Je vous dis ça de suite, monsieur Jeff Lubb. Jeff Lubb, Ah, oui, Jeff Jeff Lubb. Lubb. Ce bon vieux Jeff. C'est bon, j'ai dû. Donc voilà, ils ont mis une belle statue d'ici. Vous pouvez aller la voir. Je n'ai pas mis le photo sur le live, mais vous pouvez aller la retrouver sur les internets. Elle est très très belle. Elle est très massive. Elle est peut-être en bronze, je crois. Donc si vous avez envie de voler une statue, sachez qu'à Burbank, il y en a une très belle de Batman. Mais plein de bonnes recommandations entre le LSD et voler des statues. Ouais, voilà. Ouais, elle va très bien dans mon salon. Moi, j'allais dire couler en bronze, mais c'est pas pareil. Ah putain, oui, c'est vrai, je l'entends le. Tu vois que Alors moi, ça- j'ai pas une Bat News, mais j'ai une Macron News qui vient de tomber. Vas-y, dis-nous La tout. Macron News, c'est samedi 28/11, ouverture des commerces et services à domicile jusqu'à 21h. 28 Ah. 11. 21h, Voilà. ok, Donc à d'accord. partir du Bon, 28, bah, et après c'est couvre-feu. D'accord. D'accord. Ok. Moi, je veux écoute. savoir si on peut se déplacer entre régions. Donc sachez-le, ce sera le Si vous Le avez fil rouge l'info, de cette vous nous le émission. dites. puisque j'ai envie de passer mes Noëls en famille et Ouais, j'aimerais mais pouvoir bon, bouger dans la prudence quand même. dans la prudence, oui, effectivement. On va passer à une autre news et on va vous reparler de 404 Comics, donc le petit éditeur de comics. Qui va se lancer. Donc, on connaissait pas trop le line-up. Et ben maintenant, on sait un peu plus sur les premières annonces de comics que va sortir cet éditeur. Donc, avant, qu'il faisait des escape box, si je dis pas de bêtises, il faisait aussi des livres jeunesse. Et là, il se lance dans un label pour le comics. La première annonce, c'est Big Girls de Jason Howard, que vous avez déjà vu peut-être sur l'excellent Trees avec Warren Ellis, que Mathieu nous avait vraiment dit que c'était très 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 bien. Je crois qu'il a bossé sur deux bouquins avec Warren Ellis. Donc quelqu'un qui connaît un peu le milieu du comics. Donc Big Girls, de quoi ça vous parle ? Ça va parler d'un virus qui transforme les hommes en monstrueux kaiju géants et qui fait grandir les femmes. Et en fait, il y a une série de femmes géantes qui vont devenir des chasseuses de kaiju et qui vont mettre des grosses patates de forain à des kaiju géants. Apparemment, c'est un titre féministe, fun et décomplexé qui sortira le 21 mars. Et ça me donne plutôt envie d'aller jeter un coup d'œil. Ça a l'air plutôt cool. Le deuxième annoncé, c'est Duns, c'est un comic strip d'un Suédois. Il tape pas que dans le comics, puisqu'on aura le droit aussi à des trucs européens, puisque c'est le Suédois Jens K. Stave qui part sur une espèce de comic strip qui va un peu narrer notre époque moderne et tout ça. Ça sort aussi en mars et c'est cool qu'il donne du grand format pour le comic strip. C'est un art que j'apprécie beaucoup. Calvin et Hobbes devant tout le monde, puisque j'aime beaucoup. Et le dernier, enfin, il y a eu beaucoup de line-up, mais la dernier truc que moi je retiens, c'est Jonah de Chris Samney. Chris Samney, c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé pour Marvel, qui a notamment fait du Captain America et du Black Widow, avec un très à la Darwin Cook, que moi que j'apprécie beaucoup, qui sort Jonah avec sa femme. Apparemment il écrit avec sa femme, et encore une fois c'est une histoire de gros monstres et d'héroïnes badass qui tabassent des monstres avec le dessin dynamique de Chris Samney. Ça a l'air très très cool. Apparemment on aura le premier chapitre dans le FCBD en mai, si on a le FCBD. J'espère qu'on aura le FCBD et qu'il n'y aura plus de Covid, enfin qu'on ne parlera plus du Covid. Alors, oui, des infos qui tombent. Le Macron dans le fil rouge. Macron, à partir de samedi, on pourra sortir 20 km pour se balader autour de chez soi. Et il parle d'un déconfinement le 15 décembre avec un couvre-feu à partir de 21h jusqu'à 7h. Mais sauf le 24 et le 31, mais apparemment pour les gros déplacements, ça a l'air. On verra bien. On en parlera après. Voilà. Je vous disais. Ce n'est pas du comics. Oui, mais c'est important pour ceux qui veulent aller acheter des c'est livres. important. Mais les gens qui vont nous écouter en podcast, ils s'en battent un peu
Ils ont déjà eu les news de toute façon. Donc je vous disais oui, on aura le premier chapitre dans le CBD et ça sortirait en septembre. Donc si tout se passe bien, il y a plein d'autres sorties que vous pouvez les détailler. Sur les sites de news. Ils ont un Facebook et un Instagram que vous pouvez aller checker. Voilà, 404 comics, 404 éditions. Ça a l'air plutôt cool. Mais sur ce truc là de femmes géantes, alors autant on en avait parlé avec Diane que des fois truc petit poney chez les garçons ça pouvait être un peu coquin. Autant je crois qu'il y a aussi un genre de truc coquin là pour les femmes géantes. Hein. Ouais, carrément, ouais. Ouais, il y a un espèce de fétiche aussi. Ouais. Ouais, avec c'est quoi le fail la femme qui mesurait la taille de la femme qui mesurait je sais pas 6 pieds, 6 000 pieds. Ouais, je sais plus, ouais. Pieds. C'est un vieux, moi, vieux film. C'est un copain à moi qui me l'a dit. Ah ouais. Donc c'est un pote à moi qui m'en a parlé. Tu as un petit kink sur les femmes géantes. Donc c'est les Furies et les femmes géantes. C'est ça. Putain, c'est le mec qui commence à vraiment accumuler quoi. Ça devient difficile. Non, j'ai ni un kink sur ces deux trucs, mais non vraiment je le savais qu'il y avait un truc sur ces femmes géantes là. Donc est-ce que ça sera pas un peu érotisant comme comics? Ben je sais pas, ça a l'air vraiment axé. Aussi, ouais. Ça a l'air axé jeunesse quand même. Hein, donc, ouais, d'accord. D'accord, ça sera érotisant. Non, My trop, Little Pony, c'est axé jeunesse aussi. Hein. Effectivement, mais bon, là a priori, je sais pas trop. Mais est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous voulez? Parce que je pense qu'on en parlera forcément. En mars, on essaiera de choisir un des deux titres et on essaiera de faire un peu de promo pour les petits éditeurs parce qu'on aime bien mettre en avant les petits éditeurs. Bah ouais, franchement, ouais. Hein. Donc bah voilà. Découvrons, ouais, c'est pas, pourquoi pas. Diane, toi qui aimes bien les petits trucs un peu indés. Ouais, moi ça me tente bien, je me dis pourquoi pas aussi. Faut voir, ouais, je pense que ça peut être intéressant à découvrir. Et toi Faye? Voilà. J'ai un peu décroché. Elle a pas écouté, c'est bon. Voilà. C'est pas grave. Je suis désolée. Bah pour la peine, c'est toi la première qui va réagir, puisque ce n'est pas une bonne nouvelle pour les gens qui, comme moi, ne supportent pas Ryan Reynolds et notamment le héros qu'il incarne pour le Marvel Universe, puisque apparemment c'est officiel, on aura un Deadpool 3. Moi, ça me fait bien chier parce que, comme je viens de le dire, je ne supporte pas Ryan Reynolds. Oh là là. Apparemment, l'acteur canadien avait promis un rated R pour son Deadpool 3 et Marvel ne part pas du tout sur cette idée-là, puisqu'ils avaient sorti le PG-13 de Deadpool 2 pour voir si ça marchait et apparemment ça a plutôt fonctionné auprès du jeune public. Donc peut-être qu'ils sont partis sur ça. Ils ont changé parce que normalement ils étaient partis avec un duo de scénaristes pour écrire ce Deadpool 3. Ils ont changé le duo de scénaristes pour les sœurs Wendy Molineux et Lisa Molineux-Leoglin. Donc je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. Mais donc deux femmes et on ne sait pas, le David Leitch apparemment ne sera pas disponible pour qu'est-ce que mais vas-y, continue ta news. Insupportable ce soir. Donc David Leitch ne serait pas disponible si je le dis bien. Moi ça me désespère d'avance puisque je ne supporte pas, comme je vous l'ai déjà dit. Bon, rien d'autre, dans d'autres films ça va, mais vraiment en Deadpool c'est vraiment pas ma cam. Faye. Bon, j'ai rien contre Ryan Reynolds. Après, je suis pas très fan des films Deadpool parce que je trouve ça très vulgaire et ça m'a pas plu. Enfin, l'humour utilisé un peu gras, un peu vulgaire, voilà, ça me plaît pas. J'aime pas comment les femmes sont montrées dans le film. Ça m'a un peu énervé. Après, lui, il fait son maximum. On sent qu'il est content de faire ce film-là. Donc, c'est toujours sympa de voir un acteur qui fait pas les choses en traînant des pieds. Après, voilà, il faudra voir ce que va proposer Disney. Mais moi, je me demande si ils vont pas déjà tester peut-être de faire des apparitions de Deadpool dans d'autres films. Tu vois, peut-être en scène post-générique ou tu vois, des petits caméos vite fait ou un truc comme ça avant de vraiment lancer le film pour pouvoir l'intégrer à l'univers Marvel, quoi. Maintenant qu'ils ont repris la licence. Ouais, donc ça serait le premier, si j'ai bien suivi le truc, ça serait le premier mutant en fait, film mutant chez Marvel Studios.
Bah ouais, enfin après il y a eu New Mutants, mais c'était les restes de ce qu'ils avaient récupéré de la Fox, donc Oui, il y avait pas trop le compter. il y avait mais... pas de reboot quoi, ça s'inscrivait plus dans l'univers de la Fox. Ouais. Là c'est vrai que ça serait le premier truc mutant produit vraiment par Marvel. Donc je sais pas. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Ouais. Peut-être qu'il sera pas mutant dans ce Après, est-ce que tu vois, Deadpool, c'est un personnage qui mérite d'avoir autant de films? Enfin, est-ce qu'au bout d'un moment, les gens, ils vont pas se lasser? Enfin, quand tu vois que déjà, je trouve que leur formule de film, moi, ça m'a vraiment lassé. Continuer avec ça. Mais tu sais, je crois qu'on en avait parlé avec Cédric. Non, je crois que c'était peut-être avec Igor qui nous disait que ça partait très très bien de toute façon Deadpool. Tout simplement parce que même si le public suivait pas Deadpool sur la longueur, sur le public un petit peu ado, ça se vendait par palette. Et du coup, leurs films, malgré tout, cartonnent quoi. Le 1 et le 2, ils sont plus que rentrés dans leurs frais. Et il y a une espèce de poule aux œufs d'or. C'est pour ça qu'ils veulent faire c'est ça. Mais il y en aura pas assez tant que justement le public va un petit peu se renouveler. Et c'est vraiment un héros, j'ai l'impression, qui est adoré par les ados. Bah oui, parce qu'il y a ce côté un peu, subversif avec cet humour, un peu gras, un peu. Je qualifierais d'American Pie. C'est pour moi, j'avais pas du tout aimé ce type d'humour-là. Judas Pato peut-être un peu. Pourtant, j'aime bien le pipi et le caca. Non, c'est pas Judas Pato. American Pie, c'est pas Judas Pato. Oui, non, mais je veux dire par rapport à Mais Judas Pato, c'est quand même pas aussi crétinisme. Ouais, c'est vrai. J'aime pas pour d'autres raisons, mais là, c'est quand même, j'arrête pas de dire mais vous comprenez. Mais moi, ce que je dis souvent, et après, bon, je vais encore me faire hurler dessus parce qu'en commentaire, les gens vont me dire, ah, mais non, c'est pas vrai. Moi, et alors, je le dis pas, comme ça, on avance plus vite. Oui, quand vous faites des commentaires, je vous lis comme ça dans la tête. Putain, les mecs, ça leur donne envie, émission où tu lis les commentaires avec. C'est ça, parce que en plus, James, il me disait qu'on était un peu emmerdés parce que sur les sorties, il y a des émissions, on savait pas quoi faire. Ben voilà, une émission de James lit vos commentaires de façon passive-agressive. Avec un grand plaisir. Donc, ça marche très bien. Moi, ce que je dis, c'est que Deadpool, c'est le personnage de comics que les gens qui n'ont jamais ouvert un comics de leur vie adorent. Puisque pour comprendre que c'est un personnage tout pourri, il suffit de lire un comics Deadpool et puis non mais tu peux dire que t'aimes pas, mais dis pas tout pourri. Il y a des gens qui nous écoutent, qui sont peut-être fans et qui ont pas envie d'entendre quelqu'un cracher sur ce qu'ils aiment. Tu peux expliquer pourquoi t'aimes pas sans être condescendant. Oui, non mais c'est vrai que c'est un peu condescendant, mais moi j'ai jamais lu de trucs qui m'ont enthousiasmé avec ce personnage et jamais personne n'a réussi à me faire à me donner envie de lire du Deadpool, donc je suis désolé, même si un de mes principes c'est qu'il n'y a pas de mauvais personnages mais que des mauvais scénaristes. C'est compliqué de faire du bon Deadpool selon moi, mais aucun des films et franchement je trouve Ryan Reynolds insupportable dans ce rôle, et en plus c'est un rôle qu'il a tout le temps puisqu'il joue toujours le même rôle depuis Blade 3. Il joue le même rôle, puisque déjà si vous avez pas vu Blade 3 déjà il faut le voir pour exemple. Ouais, sur Trinity. Surtout ne regardez pas Blade 3. Mais si, il faut le regarder. Il est insupportable ce film. Et pas que pour Ryan Reynolds, hein. Il y a vraiment plein de trucs en relou dans ce film, notamment Dominique Purcell qui n'a aucune expression faciale. Mais c'est rigolo. Mais il y avait Dominique Purcell, putain, je me rappelle même plus qui était dans cette purge. Oui, c'est lui qui fait le grand méchant. Il fait Drake. Il fait Drake. Le grand après, méchant. Tu passes après Dracula parce que tu passes après Guillermo del Toro, c'est toujours compliqué finalement. Ouais. Effectivement, c'est vrai que le Blade 2 était cool. Et là, dans ce Blade 3, il y a Wesley Snipes partage l'affiche avec Ryan Reynolds et Jessica Biel, et Ryan Reynolds fait déjà du Deadpool. Enfin, il a exactement ce même type de personnage qui fait des blagues nulles et qui dédramatise tous les le moindre truc de tension avec des blagues vraiment à chier. Donc ouais, c'est moi je suis désolé, j'aime vraiment pas du tout. Mais son truc là, Diane, où les PNJ de jeux vidéo, et Diane, je te présente mes excuses de t'avoir coupé. J'ai l'impression que c'est assez attendu.
Ah bah, il y a un film, ouais, vous l'avez pas vu ce truc? Il y a pas mal de bandes annonces qui passent où c'est un PNJ de jeu vidéo qui prend conscience du fait que c'est un PNJ de jeu vidéo, quoi. Ouais, mais bon, si c'est pour le revoir faire encore la même formule, c'est comme c'est des acteurs qui font toujours la même chose. C'est comme Seth Rogen. Seth Rogen, le jour où il jouera pas un stoner, non, c'est pas vrai. Bah tiens, alors là, on va faire la liste des films où Seth Rogen ne prend pas de drogue, à part le front vert. Non, mais c'est le seul. Mais c'est pas. Ce que j'allais dire, le front long. Oui, mais tu peux faire, même s'il fait que des stoners, il y a une différence quand même entre 40 ans toujours plus tôt et Funny People, quoi. Franchement, même dans This Is the End, il y a une blague méta sur ça où il y a un journaliste qui vient le voir, il fait Seth Rogen, quand est-ce que vous allez arrêter de jouer votre propre rôle? Seth Rogen, bon d'accord. Oui, mais c'est parce qu'il écrit, donc il écrit des trucs. Bon, ouais, mais Diane, moi je défendrais Seth Rogen parce que j'adore. Moi aussi je l'aime bien, mais il joue toujours le même rôle. Diane, je t'ai coupé, je m'excuse, on t'écoute. Alors je sais plus, qu'est-ce que vous voulez me poser comme question? Mon avis sur Deadpool, c'est ça? Ouais, voilà, ton avis sur Deadpool et sur. D'accord. Moi j'ai vu le premier film quand il est sorti et sur le coup ça m'avait fait beaucoup rire. Mais ça s'arrête là. Enfin après, voilà, j'ai pas eu plus de envie d'explorer l'univers de Deadpool ou quoi que ce soit. Ça m'a juste fait marrer sur le coup. Et puis en plus, je sais pas, il est sorti quand le premier Deadpool? J'étais jeune, j'étais une enfant encore. Donc peut-être que si je le revoyais maintenant, je serais en mode non, pas du tout. Donc ouais, bon, voilà, on va passer. Enfin moi la news me fait pas, voilà. D'accord. Ça me parlera pas. Et dans un truc plus, les X-Men au cinéma, ça vous, parce que s'il y en a ici, Deadpool, mais non, mais Deadpool il est pas, je le mettais chez les X-Men, mais c'est pas un mutant du tout en fait, Deadpool. Bah, si, c'est un mutant. Si, c'est un mutant. Si. Mais non, il a été, mais non, il est pas mutant, il a été, c'est des expériences. Bah oui, mais c'est un mutant qui est révélé par le programme Arme Plus. Wolverine. Bah oui, puisqu'il était dans Wolverine. Oui, non, mais ils peuvent changer le truc en disant que c'est un mec qui a été dans l'univers Marvel, à part si vraiment je dis une énorme bêtise, mais c'est un mutant. Hein. Oui. Non, mais il parle dans les films en fait, je crois qu'il parlait. Mais dans le film, je crois que c'est même sous-entendu que c'est du sang de mutant, puisqu'il voit les X-Men et tout, il va dans l'école des X-Men et tout ça. C'est vrai. Donc c'est assumé. Hein. Il y avait vraiment un lien. Donc peut-être qu'il peut se servir. Peut-être qu'il y aura une théorie. Du coup à faire, c'est que peut-être Deadpool serait la porte d'entrée des X-Men aussi. Ouais. Putain, si les X-Men ça arrive par Deadpool, en fait c'est pas normal. Le mec, c'est le truc méta en fait. Donc si les X-Men ça arrive par le truc méta, ça donne pas le là quoi. Ouais. Et je suis d'accord avec Arog sur le chat, Seth Rogen est un bon réalisateur. Mais il a réalisé je n'ai jamais dit, This Is the End, je crois que c'est lui, semble-t-il. Ouais. Ah mais c'est très mauvais. Ah non, c'est très marrant. Il a produit. Je me suis levée dans la salle. C'est vrai qu'elle est partie. Et je suis partie m'acheter un livre. Mais je crois que Vincent, t'as même pas vu la fin. T'as même pas vu la fin avec les Backstreet Boys, quoi. Merde. Ah non, mais ça m'a indigné. Dans le style blague qui m'a vite gonflé. Je suis partie quoi, tout ce qui tourne autour de la drogue, blague de cul et compagnie. Il est pas mal sur Preacher, il est producteur. Et je suis partie m'acheter un livre. C'est vrai qu'il a produit Preacher, il a produit The Boys. C'est un bon producteur. Non mais producteur, j'ai rien contre lui, mais This Is the End, c'est un scandale. Non, ce n'est pas le. Ah, c'est pas le. Sa femme et moi on a beaucoup aimé. C'est pas le sujet. Trop cool. Mais ouais, on s'éloigne. Okay. D'accord. On va passer à autre chose. On va rester chez les mutants et on va vous parler des New Mutants qui ont cartonné, c'est ça qui cartonnent apparemment. Ouais. Il y avait pas autre chose alors. Après un résultat assez décevant en salle puisqu'ils ont fait que 22 millions aux US et 23 millions à l'international, ce qui est pas fou. Les gens ils ont pas. Moi j'avoue là, tu vois, s'ils rouvrent les salles, moi j'aurais un peu peur d'y aller quand même un peu aussi. Et là du coup en VOD apparemment ça cartonne de ouf aux États-Unis. Ça m'étonne pas, les gens ils sont chez eux, ils ont pas de ciné, ils les louent et voilà. Et mais c'est marrant parce que c'est le contraire de Bloodshot qui apparemment continue à sa descente aux enfers. Excusez-moi. Donc il continue sa descente aux enfers. Et là New Mutant. Après, il est pas, le film est pas une grosse réussite. Il y a des trous, on en avait parlé, il y a des choses qui vont pas. Mais bon, c'est pas non plus le pire film de super-héros qu'on ait vu. Et je trouve que pour la période dans laquelle on est, si tu veux te mettre un truc sans prétention au fond et regarder, tu mets New Mutant, c'est pas grave, quoi. Et en plus, moi je préfère New Mutant à Deadpool, de très loin. C'est moins vulgaire déjà.
Tu l'as vu toi, Vincent? Je sais plus. New Je sais Mutant plus si on en avait parlé. New Mutant, c'était Ouais. ma première émission avec vous. Ah. Donc j'avais trouvé un vieux screener pourri de New Mutant pour Ah oui, c'est le vrai. voir et en parler avec vous. Et franchement, j'avais quand même vachement souffert parce que bon, le film, moi, j'avais pas forcément apprécié, j'ai trouvé ça médiocre. Et en plus, sur mon ordinateur avec un screener, avec des fois, tu sais, la silhouette de mec qui se lève pour aller pisser ou pour aller acheter un livre, ça en fait, j'avais jamais pensé à ça aussi. C'était pas des conditions optimum pour le regarder. Ah bah tu pourras le relouer du coup quand il sortira en VOD pour le voir avec ta femme Ouais. de façon de meilleure façon. Ouais, on regardera. Là t'as pas l'air. Non, je suis pas très motivé pour le revoir. Bon bah c'est cool. Bon, enfin en tout cas c'est cool pour Josh Boone qu'il arrive à ça. Si ça se trouve, ça va peut-être relancer le truc et peut-être que Marvel ils vont se dire bah tiens on va faire une suite. Et peut-être qu'on lui donnera le moyen vraiment de faire ce qu'il avait en tête et que enfin tu sens qu'il y avait des choses du potentiel. Après tous les problèmes c'est venu foutre le bordel là comme on dit. Ça me fait penser, j'ai vu je l'ai pas sélectionné parce que je trouvais ça un peu c'était juste pour cracher sur Kate Mara, mais donc je l'ai pas sélectionné, mais j'ai vu Kate Mara qui crachait un peu dans la soupe par rapport à Fantastic Four. En même temps le tournage c'était aussi problématique donc ouais, apparemment elle a fait plein d'interviews pour son nouveau truc là, une série je crois qu'elle dans laquelle elle apparaît, ouais. où elle dit tu imites Kate Mara aussi. Oui, j'ai ah mais je sais pas pourquoi. Alors c'est peut-être moi, hein, elle a vraiment une tête de à parler comme ça quoi. C'est ça que tu veux dire. Non mais elle a j'allais dire un gros mot, mais elle a vraiment une tête de quelqu'un de très désagréable. Autant j'aime bien sa sœur, autant elle vraiment rien qu'à sa tête tu sens que après peut-être que je me suis mis trop je l'ai découvert dans House of Cards où elle a un personnage. C'est pas elle qui est avec celui qui pue des pieds là celui qui pue des pieds. Ah putain qui fait le Joker. Ah Joaquin Phoenix. Ouais, oui, je crois parce qu'ils que ont eu un bébé ensemble. Selon Faye, il jouait avec Joaquin Phoenix pue des pieds. C'est pas elle ou c'est sa sœur? Non c'est sa sœur. C'est sa sœur? Elle c'est celle qui était avec ah ben non elle c'est celle qui est avec le mec de Billy Elliot. J'en sais rien moi. Mais si. Mais si. Avec Jamie Bell qui ouais et ils ont eu un enfant D'accord. ensemble il me semble. Eh ben. Voilà ça y est. En tout cas je trouve moi qu'elle enfin tu sens vraiment que c'est le C'est parce qu'elle fait la tronche dans tous ses rôles, elle fait la tronche. Mais après c'est ouais mais même quand elle sourit on dirait vraiment qu'elle se fout de ta gueule. Enfin, ouais. Tu la sens pas quoi. Ouais, je la sens pas, je sais pas. Vraiment, je la trouve insupportable. Il y a des gens comme ça, c'est comme Emma Watson. Bon, bref. Du coup, elle crachait sur où elle dit ah ouais, mais en même temps. Retour de l'imitation. en même temps, je suis contente parce que ça m'a fait grandir en tant qu'actrice. Maintenant, je peux dire non et je peux quand il y a des trucs qui je sens mon instinct, quand il y a des trucs qu'on me dit que je trouve désagréables, et ben maintenant je peux le dire. Nanana. Enfin bref. C'est facile maintenant de cracher dans la soupe alors que le film se fait tirer dessus par tout le monde. Moi je trouve ça un peu facile de la part de Kate Mara, mais bon, ce n'est pas grave. Et non, on cause pas de Prometheus, on parle de Promethea. Ce n'est pas la même chose. C'est mieux. On va passer. Oui, c'est mieux, oui, effectivement. On va passer à autre chose. Et la semaine dernière, on parlait de Wonder Woman 83, ou 84, excusez-moi. On se demandait, va-t-il arriver en salle, va-t-il arriver sur HBO Max, vont-ils le sortir cet été, vont-ils le sortir à Noël? Et finalement, ça a été annoncé. Wonder Woman va sortir en décembre. On l'aura une semaine avant les US, puisque nous, il va sortir le 16 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Oui, puisque apparemment ils ont annoncé. Alors j'ai compris que il parlait des théâtres, mais ça va être sûrement le ciné aussi. Une réouverture au 15, je crois. D'accord. Et du coup, le 25 décembre pour les États-Unis. Alors que c'est en pleine crise de Covid, encore pire que nous. Je comprends pas qu'ils puissent sortir. Et apparemment, ce sera en même temps HBO Max et en même temps le cinéma. Si je ne dis pas de conneries. C'est très étrange, mais ouais. C'est ça, c'est en même temps. Ouais. Et c'est très étrange parce que est-ce que c'est pas la première fois, peut-être que vous l'avez en tête vous, mais une fois où ils sortent un film en même temps au cinéma et sur une plateforme de streaming. Ouais, c'est marrant. Netflix, ils avaient pas fait ça pour Marriage Story.
me semble-t-il. Il est sorti au Ah, je savais cinéma. pas qu'il Oui, était parce sorti au que cinéma. justement, oui, il est sorti au cinéma, il est passé dans pas mal de festivals aussi, parce que c'était pour qu'il soit dans la fameuse course, pour être Ah, sûr d'être pour dans être la aux fameuse Oscars. course, ouais, pas qu'aux Oscars, mais au prix, parce qu'il y a certains, tu vois, qui aiment pas trop que le film passe que sur Netflix et ainsi de suite. quoi. Bon on pourra voir le film. Je sais pas si on ira Après, de suite. ce qui est intéressant, c'est ce qu'ont dit la réalisatrice et l'équipe du film. Ils ont Ouais. dit, c'est vous qui voyez. On propose les deux solutions. Si vous pensez que c'est assez sûr pour le voir au ciné, voyez-le au ciné. Si vous êtes si vous êtes pas sûr, voyez-le Après, sur faut HBO voir Max. ce que prend comme mesure les cinémas et si on va pouvoir y aller en toute. Moi, j'avoue en que tranquillité. je me sens pas d'y aller au ciné. Hein. Moi, je suis peut-être un peu plus courageux que toi et je sais que ça me donne envie et que le cinéma me manque beaucoup. Ouais, mais excuse-moi, j'ai pas envie de crever pour Wonder Woman. Et Il y a quand même je des- paye. Ça fait des mois et des mois que je paye la carte passe. Bah non, là ils ont du fermé Gaumont, le temps alors que ça que ferme. on n'est pas allé au cinéma du tout. Ah si, on est allé pour Tenet. On est allé voir Tenet, c'est vrai. Et je suis allé voir Nuit Mutant aussi au cinéma. J'aurais voulu voir. Attends, c'est con. J'ai loupé Akira qui ressort au cinéma. J'aurais bien aimé revoir. T'avais qu'à y aller, c'est pas moi qui t'en empêche. Effectivement. Moi, je l'ai vu, il était très très bien. Vas-y, nargue-moi. Je te nargue. D'ailleurs, il y a une nouvelle Sachant que je intégrale t'avais qui sort proposé d'y aller chez avant, et c'est toi qui. Ah, tu as coupé Il y la a une parole. nouvelle intégrale de Akira qui sort chez Glénat avec des trucs inédits, Ouais, il y a 100 etc. euros. C'est On très en avait beau. parlé. C'est une grosse boîte de 100 euros. Vous avez l'intégrale et en plus vous avez des super artbooks. Mais si vous avez pas lu Akira, lisez Akira. Hein, c'est vraiment un super manga. Et Même moi, ça vaut vraiment. même moi, je le conseille. Ah, bah c'est bien. Alors que je suis vraiment pas très manga. Et peut-être Vincent que Wonder Woman sera le premier film qu'on ira voir au cinéma ensemble. Ouais, ça pourrait être sympa d'y aller en team et puis après de faire une émission, je sais pas, après, pourquoi pas. Ouais. Et moi, Sans feuille apparemment. ouais, sans faille, moi, je te dis, j'ai très hâte de voir la banane de Steve Trevor. Qu'est-ce que ça te fait penser à quoi, Diane, toi? Du coup, Wonder Woman 83. Ouais, moi j'aimerais bien aller le voir. Alors je sais pas si si j'aurai le temps d'aller au Cinoche, mais aussi si j'aurai envie. Donc je sais pas, mais par contre ouais, le film me tente bien, donc au pire je trouverai un autre moyen de le voir, mais ouais, il a l'air cool. Donc si vous faites une émission dessus, je pense que J'ai cru. je peux être dessus. J'ai vu que t'allais dire, Ça rigole, j'entends. je suis pas sûr, j'aurais envie d'y aller avec vous. Ouais, non, vous non. Pas Moi, avec j'irai le vous, voir, mais franchement, avec vous, je vous le garantis pas. Vous me saoulez. Je viens de le dire, j'avais proposé à Diane d'aller voir Akira et elle est allée le voir avec quelqu'un d'autre avant, donc je lui en veux encore beaucoup pour ça. Mais je l'annonce, on va vous parler de Wonder Woman Dead Earth qui sort cette semaine de Daniel Warren Johnson dont on a déjà parlé puisque c'est lui qui avait fait Mother Falcon. Donc on vous en parle dans 15 jours. Donc notez-le. Donc voilà, on a fait tout. Faye, oui, non, t'as déjà dit que tu savais pas si tu. Mais est-ce que tu le vois en VOD, est-ce que tu le regarderais? J'ai pas dit que je voulais pas le voir, j'ai dit que je veux le voir dans de bonnes conditions. Dans les bonnes conditions, et voilà, c'est tout. Ok. Et en ce moment, je trouve que c'est peut-être Non mais t'as risqué raison, de t'as voir au totalement ciné. raison de dire Parce que je suis désolée, mais là, ok, il fait un truc allégé avec des couvre-feux, ça a pas l'air super clair sur l'histoire encore. Si ça se trouve, en janvier, on va de nouveau être confiné parce que ça sera de nouveau n'importe quoi. Donc c'est pas parce que ça a baissé un peu Ouais, t'as le droit d'être qu'il prudent. faut arrêter y a de pas voilà. de problème. T'as même bien raison. Effectivement. Et on va parler d'un truc un peu triste puisque c'est la PopCon, enfin donc les organisateurs de la PopCon qui ont annoncé que à cause du Covid et à cause de déboires judiciaires, déboires pécuniaires plutôt, ils étaient mis en liquidation C'est judiciaire. quoi, Popcorn? La PopCon, c'est les anciens du TGS de Toulouse. Qui avait fait l'année dernière un festival donc qui s'appelait Popcorn. J'en avais pas du tout entendu. Tu sais, ils avaient invité Chris Claremont et Bruce Timm. Ils étaient en lien avec le festival du super héros. Si Je te je jure, m'abuse. j'en ai pas entendu. c'est ça qui parler. remplaçait le TGS en fait. C'est les mêmes personnes qui s'occupent. Je crois les Mais gens. ça existe toujours le TGS. Si je dis pas de conneries, les gens du TGS et les gens de base qui ont créé le TGS au début ont splitté parce qu'ils s'étaient pas
ils s'entendaient plus et le TGS est parti faire donc ce qu'ils ont fait le Max là ou les trucs et en même temps il y avait Popcorn, donc un autre truc qui faisait la même, je crois qu'ils en ont fait une à Lyon, ils en ont fait une à Paris et malheureusement ils ont dû mettre clé sous la porte parce que l'événementiel ça a l'air très compliqué apparemment pour eux. Je crois qu'on a vu il y a pas longtemps qu'ils avaient perdu 80% de leur chiffre d'affaires et qu'il y avait pas de retour avant septembre 2021 donc c'est compliqué. En plus là de ce que je viens de voir, apparemment les rassemblements les grands rassemblements c'est pas plus de 30 personnes et plus grand c'est interdit. Et des trucs privés, enfin ça a l'air compliqué, enfin ça a l'air d'un gros bordel. Si vous avez un résumé des annonces, n'hésitez pas, ça a l'air d'un gros bordel hein. Ouais, mais de toute façon, on n'a pas fini de voir des trucs fermés. Là, il va falloir s'y préparer psychologiquement, mais l'année prochaine, ça va être l'hécatombe, hein, c'est clair. Ah ouais. Déjà, les restos, apparemment, je crois que les restos et les bars, ils vont pas rouvrir avant janvier. Hein. Ah, c'est fou, quoi. C'est vraiment là les commerces qui rouvrent et tout comme ça. Hein. On va se redécouvrir, parce que ça fait un sacré moment qu'on s'est pas vu, non ? Ouais, j'avoue. C'est clair. Mais vraiment, moi, je trouve ça dommage pour les petits, les gens qui, j'ai l'impression que c'était des gens qui aimaient la pop culture et qui essaient de la mettre en avant, et là, du coup, qui se retrouvent à devoir mettre la clé sur la porte pour des petits festivals. C'est un peu dommage. Je pense qu'il y avait un autre festival dont ma ville de naissance, la ville où j'ai grandi à Aix-les-Bains, qui fait un festival de BD qui allait lancer leur première édition et qui finalement dans la deuxième je crois et ils ont dû eux aussi ne pas pouvoir la faire hein, mais c'est vraiment dommage quoi. Toi Vincent, c'est des trucs où tu t'as l'occasion d'aller, je sais pas, avec ton assos de GN, vous avez pas fait des non, enfin pas du tout. En plus, comme je vous dis, moi je suis assez sauvage, les gens, j'y vais pas forcément pour les rencontrer, même si c'est un tort. Donc, si j'y vais, en fait, c'est justement si on y va un jour ensemble, ça sera l'occasion un peu d'enlever le côté sauvage. Parce que pour l'instant, j'ai jamais fait aucun festival. Et puis surtout, en fait, souvent ces festivals de pop culture, je trouve qu'il y a les cultures asiatiques, manga, etc., qui prennent souvent une grosse part. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas trop des trucs qui m'intéressent. Il y avait le truc à Montpellier qui était un petit peu comme ça là, qui était au parc Expo. Et de ce qu'on m'en avait dit, c'est qu'il y avait vraiment une grosse part de stands. Et puis là, c'est les marchands du temple. Hein. On te vend de tout. Ça, c'est pas mon kiff pour l'instant. Ouais, on a vu l'occasion d'aller à ce TGS Montpellier parce qu'on avait pu obtenir une interview d'acteurs américains, mais c'est vrai que il y avait beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de mangas et en fait surtout beaucoup de boutiques, genre des boutiques de bonbons, des boutiques de trucs bizarres. Il y avait Easter Egg qui était le meilleur stand, c'est sûr. Mais après mais je sais pas, non mais je trouve que c'était limité en fait en activité. Ça se présentait comme pop culture, mais en fait, tu vois, même les acteurs de séries qu'ils invitaient, trucs comme ça, genre les panels et tout, c'était dans des petits endroits, c'était pas bien fait et tout. Enfin, j'étais un peu déçue. Puis même au niveau des conférences, c'était assez limité en sujet, donc j'étais un peu déçue. Un truc sur le sur cinéma la deuxième année. Ouais. Et c'était la première année, ça, où là, il y avait eu plus de gens qui faisaient du comics, puisqu'on avait rencontré différents dessinateurs. Ah oui, c'est vrai qu'on avait vu Paul Renaud, on avait vu. Et à cette époque-là, ça s'appelait encore MGS. Le Max, ouais. Le Max, ça s'appelait. Et, du coup, la première année, j'avais trouvé ça sympa. Il y avait pas trop de monde, mais on pouvait, tu vois, discuter avec les artistes. Il y avait quand même un peu plus d'activités variées. C'était pas on a vu que Japon. de Marguerite Sauvage et de. Ouais, on avait pu discuter avec des auteurs. Ouais, c'était très intéressant. On avait des échanges sympas. Après voilà, je disais qu'il y avait des sujets plus variés. Et c'est vrai qu'on avait vu une conférence ciné. C'était quoi sur les adaptations, il me semble. Ouais. Et les effets spéciaux, je crois, non? Non, c'est surtout ces adaptations. Enfin, je sais plus ce que c'était, mais je sais que ça m'avait énervé parce que j'avais noté plein de conneries. Et j'étais à dos de leur dire non mais ça vous vous trompez. Enfin. Je sais pas qui c'était qui faisait la conférence, on était tombé par hasard, mais la deuxième année on y est retourné. Qui se lève en mode Phoenix Wright, objection. Ah ouais non mais c'était limite ça. Et la deuxième année où on y allait, alors tu vois l'accueil très sympa, je veux dire les organisateurs pas de problème et tout, mais c'est vrai que pour nous on n'est pas resté longtemps parce qu'effectivement il y avait très Japon.
on pouvait pas trop tester tout ce qui était jeux vidéo et tout, parce que comme toujours, il y a des gens qui passent leur journée à jouer et qui laissent pas la place aux autres pour tester. Donc tu te fais chier parce que t'attends et que jamais on te laisse jouer. Il y avait un karaoké, ça pouvait être sympa, mais c'est pareil, t'avais les mêmes gens qui restaient. Genre c'était une assoce qui animait, t'avais 2-3 gens qui venaient, qui squattaient le truc, qui se mettaient plusieurs séances, et au final tu pouvais pas, si tu avais envie de rigoler un petit coup, tu pouvais pas. Enfin c'était vraiment. Alors après les boutiques, une fois que t'as fait le tour, ouais, t'as fini. Donc après, tu t'en vas, quoi. Donc du coup, le prix du ticket, je sais plus combien c'était, parce que nous, voilà, on avait un pass, donc voilà, je vous le dis honnêtement. Mais je me dis, si c'était 10 € et que vous êtes pas vraiment dans cette à fond manga, et que vous venez pour d'autres pans de la pop culture, vous auriez pu être déçus. Ouais, c'est ce que j'ai vraiment entendu. Là, tu résumes ce que j'ai toujours entendu sur ces trucs. Et s'il y a des auditeurs qui, eux, ils sont allés, qui disent le prix, mais il me semble que c'est plus que 10 balles. Hein. Ouais, je pense aussi. Oui, c'est facilement plus, ouais, c'est plus 12, 13, ça peut monter assez... Ouais. Après, si tu les prends, je crois, en pré-vente, des fois, c'est moins cher. Oui, c'est moins cher. Sinon, aussi, étudiant, machin, mais en général, ça reste quand même des prix assez élevés, quoi. Ouais. Et puis après, si comme moi, vous êtes pas très full, ce qui me dérange, c'est que des fois, ils ont des espaces, ils pourraient plus espacer les différents trucs pour qu'on soit moins tous kitschés les uns contre les autres, et ils le font pas. Et du coup, quand t'as du mal avec la foule, franchement, ça m'angoisse, que j'avais hâte de sortir. En plus, t'as des gens qui bousculaient pour passer. Enfin, c'était un peu... Ouais, s'il fait chaud, il y a du bruit très fort. Moi, j'aime pas du tout ce genre d'événement-là. J'en ai fait quelques-uns quand j'étais ado et tout. Et voilà, le dernier événement, j'ai été à la Japanonime avec Easter Egg, mais ça compte pas. Et sinon, le dernier événement dans lequel je suis allée, c'était le salon du tatouage à Montpellier. C'était un peu plus respirable, il y avait moins de monde, et là c'est que des tatoueurs, donc c'est complètement un autre domaine, mais on avait reçu les organisateurs à l'époque de la radio. Voilà, ça va, mais sinon tout ce qui est Japanonime, TGS, etc., j'y vais plus parce que c'est pas possible. C'est toujours la même chose un peu d'une année sur l'autre, quoi. Même la Japan Expo, avant je voulais aller à celle de Paris. Franchement, maintenant j'ai plus l'intérêt vraiment. Je me dis j'ai déjà vu un peu ce que ça pouvait donner, quoi. Après, tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est quand t'as des conférences, des panels et tout. Si tu vois, par exemple, des fois au Comic-Con, je vois, il y a des fois je regarde les programmes et tout, t'as des trucs super intéressants, que ce soit, tu vois, des acteurs qui parlent, ou même sur des thématiques et tout, t'as toujours des invités, des intervenants très sympas. Et là, tu vois, ça me tenterait. Je pense que si j'y allais, je passerais mon temps à suivre les différentes conférences. On va pas lâcher dans l'instant, quand on était à la PCE à Paris, à Paris Comics Expo, c'était vraiment cool. Là, il y avait une bonne ambiance. Vraiment un moment super. Il y avait des invités comiques super cool, on avait rencontré. Non, mais puis surtout, il y avait de la convivialité, c'est-à-dire que les gens, ils hésitaient pas, tu vois, à discuter dans les files, à parler de tout et de rien, à faire des connaissances et tout. C'était super convivial. Mais c'est vrai que quand tu vas au truc de Montpellier, je me suis sentie hyper vieille parce que j'ai vu énormément de jeunes et personne te parle, c'est pas du tout convivial. Donc si tu viens pas déjà avec tes propres potes, tu t'emmerdes aussi. Donc si tu connais pas des gens, que tu les retrouves pas, voilà, quoi. C'est pour ça, la prochaine fois, on ira avec Vincent. Ouais. Ça, on pourra discuter avec. Au pire, on se discutera ensemble. Il a très envie, Vincent. Voilà. Donc, c'est dommage pour la Popcom. On est désolé pour eux et on pense à eux. On espère qu'ils pourront rebondir. Bien sûr. Voilà. Et on va passer à la checklist. Si vous êtes à la PCE, les gens discutaient. Oui, effectivement. Ouais. T'étais à la PCE aussi. Putain, on aurait pu se voir. Quel Mais du coup, juste dans ces conventions, si je reviens, quand vous y êtes, que vous êtes invité, est-ce que ça serait, moi, j'aimerais bien. Est-ce qu'il y a des auditeurs qui viennent nous voir pour discuter, des gens qui nous écoutent? Alors, on avait proposé que s'il y a des gens qui nous croisaient, qui n'hésitent pas à venir nous parler, personne nous a parlé. Je pense que nos auditeurs n'étaient pas. On a eu la chance de faire deux conventions. On avait eu on sait pas de podcast à l'époque, on sait que la vidéo. On avait de quoi, eu la stands. PCE? Non. Oui, on avait fait Japan Sun à un moment où ils essayaient de s'ouvrir un peu. Ouais. Et en fait, ils nous avaient invités. On a fait Lord of the Geek aussi à Nîmes. Oui, et on avait eu des stands, et moi j'avais même animé une conférence à la PCE avec le fossoyeur de film et Jeff de Comic Talk. Donc ouais, c'était hyper sympa. C'est vrai que
être derrière le stand, c'est intéressant parce que les gens viennent te voir, ils posent des questions. Enfin, moi, je sais que je m'étais occupé sans, j'avais vachement essayé de recruter des gens qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous inviter. Et même moi, animer des conférences ou ce genre de trucs, c'est avec plaisir. Genre, j'ai déjà eu la chance de le faire à Mommy BD pour le Batman Day. On avait fait une conférence autour de Batman et avec plaisir que je referai ça. Discuter de comics devant des gens ou devant un micro, c'est la même chose. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment, tu vois, un jour pouvoir rencontrer nos auditeurs, mettre des visages comme ça sur tous vos pseudos, ça me ferait super plaisir et discuter. Tu vois, c'est plus en fait le rencontrer les gens, que ce soit des gens qui ont la même passion ou des gens qui nous suivent ou autres, que plus me taper 30 ans de queue pour avoir juste un petit autographe de 30 secondes avec une star ou payer pour une photo où la personne va à peine te parler. Tu veux dire que si Marc Hamill ou Sarah Michelle Gellar... Ah non, mais 300 ou 400 boules Marc Hamill et SMG c'est pareil, je préfère les mettre dans de la bouffe par exemple. J'adore Sarah Michelle Gellar mais il faut pas déconner non plus. Ah d'accord. Parce que j'étais sur l'acronyme, j'étais mais de qui elle parle? SMG. Ah oui, excuse-moi. Mais oui, mais je connais Sarah Michelle Gellar, c'est la meuf qui joue dans Scooby-Doo. Elle est connue pour ça principalement. Exact. Ah, j'adore. Ouais, et elle est dans Clone Noir aussi. Elle est dans Clone Noir aussi. Non, dans Rebels. Elle est dans Rebels. D'accord. Ah, saison 2 avec son mari. Avec son mari qui va Freddy faire Prinze. Voilà, Junior. Qui va faire bientôt un chevalier reine, c'est ça? Hein? Mais non, commence pas à dire des conneries. Je dis pas des fake news à nos auditeurs, s'il te plaît. Dites-lui ça en commentaire. Bombardez-la de Kanan va devenir méchant. Tu arrêtes de dire des bêtises de plus grosses que toi. En plus, c'est pas le jour. J'ai eu le droit à un regard. Je demande le respect. Donc on va passer à la checklist et en gros la checklist c'est tout. Bah y a que dalle, allez hop. Non, il y a vraiment toutes les sorties qui avaient été repoussées, ils les ont mis tout en fin novembre. On les a annoncées plein de fois déjà puisque c'est Avengers Defender Taro. Diane avait déjà parlé, l'intégrale de Defender 215, donc Diane avait déjà parlé. Earthfix l'omnibus donc Omega ou Alpha. Il y a une différence entre les deux trucs je sais pas. Non, je me demande si c'est pas sur de la variante. Ouais, ça doit être ça. Est-ce que c'est pas comme Pokémon rouge et Pokémon bleu quoi? Ah. C'est pas une couillonnade pour les collectionneurs. Un Captain America Shiny. Peut-être, mais bon, je dis ça, encore une fois, là, je suis pas sûr de mon info. C'est probable, quoi. Il y a la fin de Fable qui est sortie que notre ami Cédric a déjà récupéré. Je sais pas comment il a fait, mais c'est censé sortir mercredi 25 novembre. Harley et Ivy. Ça c'est pas bien ça. On voit les libraires qui sont pas sérieux. Ouais, effectivement. On va pas... Ils sont tellement, je pense, la corde au cou que ils cherchent n'importe quel moyen. Il est allé dans l'espace culturel, il me semble. Ouais, elle dénonce. Comment ça dénonce? Oui, je les dénonce. C'est des gros cons qui sortent les bouquins à l'avance alors que c'est illégal. Voilà. Et apparemment c'est pareil avec les jeux vidéo et il y a Cyberpunk je sais plus combien, je crois qu'il a été sorti 2077 je crois. 2077 ouais, qui est sorti genre 3 semaines avant et il y a je crois que c'est les gens qui font The Witcher. J'ai oublié le nom de c'est des projects. C'est des projets qui a porté plainte auprès de je sais plus quelle marque, c'est Walmart ou une connerie comme ça. J'ai la plus belle. Enfin bref. Bon j'ai la flemme de vous faire la checklist en vrai. En vrai, j'adore l'émission. Comme Discovery, l'émission qui est très précise. Vous avez plein de trucs, vous allez caler sur MDCU. Et ben là pourquoi tu fais cette rubrique de checklist? Je sais pas, mais là j'ai la flemme je l'ai pas préparé, je suis fatigué. De toute façon, ça se trouve demain il y aura plus rien. Ouais, demain ce sera la mort. En tout cas, vendredi, il y a Promethea qui sort et on va vous parler de Promethea. Donc et il y a Wonder Woman Dead Earth aussi dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va passer à la review si vous êtes d'accord avec moi. Oui. Et qui c'est qui faisait les auteurs C'est Diane, je crois, non? C'est Diane, tu sais les auteurs? C'est moi. Tu m'as dit ce matin de faire la review. Vas-y, ouais. Diane. Ok, du coup, d'abord, je vais commencer avec J.H. Williams 3, The Third, comme on dit. Donc, il est né en 65, c'est un dessinateur, du coup, américain qui s'est fait connaître grâce à la série Chase chez DC.
aux côtés de Curtis Johnson. Donc voilà, et avant il a travaillé sur un truc un peu plus, au départ qui n'était pas très connu, Death Wish, chez Milestone Media, qui a été ensuite rattaché à DC plus tard, avec Maddie Blaustein et Jimmy Palmiotti, je ne sais pas écrire. Suite à Chase, il s'est investi donc dans le titre qu'on va traiter, Promethea, avec Alan Moore, donc de 1999 à 2005. Et en 2001, l'épisode 10 de la série Promethea a reçu un Eisner, parce que on sait que Alan Moore attire les Eisner comme des mouches. En 2005, Williams s'est lancé dans du coup une nouvelle série, Desolation Jones, avec Warren Ellis, notre meilleur pote, n'est-ce pas? Et malheureusement en 2012, Ellis il va annoncer que il y aura pas de suite à cette série-là, donc ça s'arrête après 8 issues. En 2009, il va devenir du coup régulier sur la série Batwoman, donc c'est surtout aussi pour ça qu'il est connu, avec Greg Rucka, et puis il continue sur une autre série Batwoman avec Aden Blackman. Après, en 2012, il s'investit sur The Sandman Overture avec Neil Gaiman, donc il a côtoyé quand même des gens plutôt cool tout au long de sa carrière. Et en 2012 aussi, Williams et Blackman, ils vont démissionner de DC, enfin de Batwoman, parce qu'ils ont des grosses divergences avec DC. Mais cette année, en septembre 2020, notre douce année 2020, DC a annoncé que Williams allait être créateur d'une anthologie Batman, Black and White. Voilà, donc voilà, pour l'instant on a juste eu la couverture qui est sortie, mais on n'en sait pas beaucoup plus d'après ce que j'ai vu. Mais il a aussi travaillé sur énormément de titres, enfin il a travaillé sur Fable notamment, sur Hellboy, enfin le mec voilà, il est très prolifique. Eh ben merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur Alan Moore vite fait? Ouais, donc Alan Moore, j'ai pas fait sa biographie parce que c'est extrêmement long. J'ai remarqué que dans un autre épisode, James renvoyait à Hommage Collatéral, donc un podcast qui a fait tout un truc sur Alan Moore. Il y a Arte effectivement, aussi il est vachement bien cet épisode. Voilà, il y a Arte aussi qui a fait des entretiens et tout, donc et en plus on a beaucoup parlé de Moore. Enfin, il y a déjà plein d'épisodes de Comics Discovery où on parle de Alan Moore, donc ça sert peut-être pas à grand chose d'en reparler, mais en gros c'est une personne qui est née en 53 à Northampton, dans des quartiers défavorisés. Il est titulaire de beaucoup d'Eisner Awards, je sais plus exactement combien, je crois 25, 24, un truc comme ça. Il a écrit Watchmen, il a écrit V pour Vendetta, il a écrit Providence, enfin voilà, il a fait Swamp Thing, Killing Joke, il a fait que des titres, enfin pas que des titres très connus, mais quand même globalement c'est quelqu'un qui a un peu renversé l'histoire du comics et qui l'a rendu vraiment. J'ai lu que il y avait, c'est grâce à lui qu'on a pu attribuer le comics à quelque chose de très littéraire. Donc voilà, c'est quelqu'un d'assez important dans le game. Et c'est aussi un sorcier, et c'est quelque chose qui influence sa carrière de plus en plus. Et là, clairement, Promethea, on est totalement là-dedans. Sa vision de la sorcellerie, de la réalité et tout, on voit bien que c'est un sujet qui va être bien abordé dans Promethea. Effectivement, très bonne bio. Et encore une fois, c'est bien de renvoyer vers Hommage Collatéral, qui est très très bien sur Alan Moore, sur Neil Gaiman aussi. Enfin vraiment, César fait des super trucs. Faye, oui. ça va? Ouais, ça va aller, vous inquiétez pas si vous entendez boum, c'est que je serai tombé. Elle est très très fatiguée.
Soyez gentils C'est le avec, bonheur soyez des crises de indulgents névralgie. avec cette pauvre Faye qui a dû faire. On fait un grand coucou à Judas qui Ouais. devait faire la review et qui a des gros problèmes gastriques apparemment. Mais ne le dis pas, c'est privé, je peux peut-être pas En le plus, dire. c'est vraiment trop nul comme, c'est vrai, mais comme maladie, quoi. Tu peux dire, il est souffrant. Là, il a des gros problèmes Ben gastriques, il se vide Le pauvre, littéralement. Non, mais c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. C'est vraiment des maux de ventre apparemment horribles. Mais arrête, il continue à raconter. Oui, bon, je vais pas raconter sa vie, mais en tout cas, il est a très, pas choisi. Moi, je le dis. il ce est que très, j'ai, il mais est lui- très souffrant et il a eu, du coup, il a pas pu lire. Il a Judas, très, alors. Eh ben, voilà. Donc Ouais. on pense à lui. Je compatis. on lui passe le bonjour et puis on lui souhaite beaucoup de courage. Alors, On espère qu'il n'écoutera pas l'émission, parce que sinon peut-être qu'il va râler qu'on Tu coupes. dévoile. Tu coupes. Moi, je C'est un secret entre nous et les personnes qui sont dans c'est le un live. secret, personne ne le le saura. répétez pas. Ouais. Donc oui, la review. La review, voilà, c'est ça que tu devais faire, Faye. Alors je pense que ça a aidé à une histoire de névralgie. J'étais bien dans l'aspect drogué du titre. Ah, oui. Donc Promethea, en gros, c'est l'histoire de Promethea, qui apparemment est une légende qui est devenue un mythe, comme dirait notre ami Galadriel. Et en gros, on va suivre une personne de sexe féminin qui fait un devoir sur elle et qui se rend compte que ce personnage apparaît dans plein d'œuvres littéraires depuis très 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 longtemps. Et elle veut percer ce mystère. Et du coup, elle va apprendre que, en gros, ce personnage, c'est un peu comme le Père Noël. Si tu crois en elle, eh ben, tu peux la faire apparaître, tu peux être possédé par son esprit et être puissante, être voilà, géniale et magnifique, en gros, pour Et incarné tel Shazam. voilà, l'incarner tel Shazam. Merci James, parce que je sais même plus où j'en suis sur le chat. James, il spoil même les maladies. Excusez-moi, ça me fait rire. Spoil les maladies. Donc voilà pour vous résumer. Voilà en gros pour vous résumer le truc. Alors je vais vous dire, je le dis avant, je vais vous dire moi ce que j'en ai pensé, ce que j'ai ressenti via ce titre. Mais étant donné que c'est Alan Moore, je pense que s'il m'écoute, il va dire que je dis de la merde. Petit trigger, Donc, j'en ai voilà. parlé avec Spades 30 secondes. Vraiment, j'en ai parlé 30 secondes avec Spades. Spades m'a dit, tu n'as rien compris, c'est pas du tout de ça que ça parle. Bah, Je fais, écoute, ok, bon bah. non mais je pense que de toute façon l'art c'est subjectif, ça touche l'émotionnel, donc chacun va le voir différemment. Ouais. Et voilà, moi je vais vous dire ce que j'en ai Parce qu'il y a des pensé. références qu'on n'a pas peut-être qui sont. Peut-être. Après, il y a des références religieuses. Enfin, je vais en parler. Il y a des choses. Ça parle de. Enfin, Vas-y, attends, vas-y. ne me perds pas parce que je vais m'y perdre. Donc, sachez que j'ai quand même bien aimé le titre. J'ai pas encore fini parce que je mets longtemps à le lire parce que. Monsieur Alan Moore, je ne vous remercie pas. Vous avez mis beaucoup de ce qui me fait très très peur en dessin. Alors parfois j'arrive à ne pas les voir parce que je vais regarder les visages ou quoi. Mais parfois je ne peux pas les éviter et il m'est arrivé plein de fois de balancer mon téléphone de peur parce que j'étais pas bien. Donc arrêtez de mettre de ces saloperies rampantes dans vos BD les gens. Il Sinon, je ne peux a pas les peur de lire. certains reptiles pour les gens qui Voilà, ne mais sauraient vous pas. le savez. Donc c'était très très dur. Mais j'ai quand même réussi à apprécier ce titre. Alors pour moi j'ai eu l'impression que ça parlait en premier, pour moi j'ai ressenti ça, de la fiction, de son pouvoir et à ce que ça peut apporter. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai rien dit. C'est-à-dire que quand j'ai lu le truc, j'ai vraiment eu l'impression qu'il présentait la fiction comme un moyen de s'échapper de la réalité, des choses dures qu'on peut vivre et que ça apporte un certain pouvoir. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est quelque chose que je ressens quand ça va pas. Je vais prendre un bouquin, je vais voilà me laisser aller dans la fiction, partir ailleurs, ça me fait du bien. Et c'est vrai que souvent aussi quand on n'est pas bien, le côté l'héroïne qu'on va incarner, moi ça m'arrive souvent. Par exemple, quand je dois faire un truc qui est un peu stressant, parler devant plein de gens, je sais pas pourquoi, je pense à Scully parce que voilà, Scully, pour moi, je trouve qu'elle est forte, elle arrive à parler devant plein de gens, les faire taire et tout. Et là, c'est un peu le même système, c'est-à-dire qu'on utilise la fiction pour trouver sa propre force intérieure. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Après, voilà, tout le côté, au bout d'un moment, on préfère vivre dans cette fiction, dans cette histoire plutôt que dans la réalité. Je trouve que c'est aussi un des symptômes de la drogue, de pourquoi est-ce qu'on prend de la drogue. C'est quelque part pour fuir quelque chose, pour se sentir bien, et c'est aussi quelque chose qu'apporte la fiction. Donc je pense que le côté drogué aussi de l'auteur ressort et qui nous dit peut-être aussi qu'on est tous drogués par quelque chose. Et ensuite, il y a la religion qui apparaît beaucoup dans
dans cette BD. Il y a différentes formes de religion. On va avoir le côté religion avec plusieurs dieux, comme voilà les religions antiques. Il y a beaucoup de références à l'Antiquité. Dans le chat, on parlait d'Athéna, par exemple. C'est vrai que on pourrait voir. Il demandait s'il y avait un lien avec Prométhée, donc à créer l'homme. Oui, bah moi c'est ce que je pensais aussi, ouais. Non, il a pas créé l'homme, il a donné le feu. Mais non, il a donné le feu, la connaissance aux humains. Ouais, bah, moi c'est ce que je pensais parce que tous les jours. Oui. Mais moi, ce que je pensais justement, c'est le fait qu'elle s'appelle Prométhéa et que ça soit la fiction qu'elle inspire, qu'elle donne quelque chose à l'humanité. Ils en parlent à un moment, je crois. Ouais. Il faut aller et moi, je pensais en fait c'était pour. Ouais. Il faut vraiment aller à la toute fin. Et moi. Ouais, bah j'y suis pas encore. Mais moi, voilà, moi je le voyais comme la fiction, c'est un peu ce qui donne quelque chose aux hommes qui leur permettent de survivre. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti. Et au niveau de la religion, j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce qu'on va avoir certaines religions comme au tout début, il y a la religion catholique qui est plutôt diabolisée comme étant quelque chose de très fermé, d'obscur, qui a du mal à accepter d'autres modes de pensée. On va avoir des religions un peu plus mystiques, on va avoir des références, c'est Space qui t'avait parlé de la Kabbale, effectivement, il y a des références à cette religion que Madonna pourrait vous présenter plus en détail que moi, parce qu'elle s'y connaît mieux, mais il y a plein de choses comme ça, et en même temps, on a ce côté, ouais, la religion, faut s'en méfier, en même temps, tout le côté mystique, les dieux, les machins, ça peut t'apporter quelque chose, ça peut encore une fois, être un moyen de pas affronter la réalité, et de trouver un moyen de tenir, et encore une fois, je trouve que c'est aussi une métaphore de la drogue. Vous allez me dire peut-être que c'est moi qui fais une fixation dessus, mais je trouve que c'est pareil, tu vois, c'est encore une fois ce côté trouver un moyen de tenir, trouver un moyen de s'apaiser quand il y a quelque chose qui va pas, et ça peut passer par la fiction, par la religion aussi, c'est-à-dire que chacun trouve son moyen, mais je trouve aussi que on peut le comparer à la drogue aussi. Donc, voilà, je trouvais ça intéressant. Et le troisième point qui m'a marqué, c'est tout ce côté que j'appellerais pouvoir, notamment avec les persos féminins. C'est-à-dire on a des personnages féminins qui vont être dans une espèce de reconquête de leur propre force, de leur propre pouvoir, en passant par le prisme de Promethea. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et j'étais assez étonnée de voir Alan Moore, tu vois, parler comme ça c'est un truc foncièrement féministe, je pense. Ouais, j'ai trouvé ça assez féministe, assez intéressant. Et c'est pareil, montrer aussi que quelque part, pour s'affirmer, parfois on a besoin, voilà, moi je vous citais Scully, on a besoin d'un modèle, on a besoin de quelque chose. Et Promethea, ça représente aussi, peut-être toutes ces femmes qui vont nous inspirer à trouver le courage de s'exprimer aussi. Là, par contre, je vois pas trop de rapport avec la drogue, hein, je vous le dis, hein, j'ai pas vu que ça. Hein. Je sais que vous l'attendiez, mais non. Pas que ça. Et il n'y a pas que ça, mais je trouve que c'est intéressant parce que quelque part, voilà, il parle de trouver le courage, d'affronter les choses, mais en utilisant sa propre force plutôt que des moyens peut-être dérivés ou autres. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça. C'est vrai que c'est une BD qui est très difficile à interpréter parce que je pense que on va la relire plusieurs fois. À chaque fois, on va avoir des angles différents. Peut-être qu'on verra des, comme tu le disais très bien, James, des références qu'on n'avait pas à la première lecture, qu'on va apprendre par-ci par-là, qu'on aura. Donc c'est intéressant. Après, tout le côté psychédélique, que ce soit dans l'écriture ou dans les dessins, c'est intéressant aussi, mais c'est vrai que parfois tu dis oula, où on va, enfin on se sent complètement perdu, on se sent pas bien. C'est vrai qu'il y a un côté très stoner dans la façon dont c'est fait, et il y a des fois j'ai pas mal pensé au film The Big Lebowski où il y a toute une scène à un moment voilà, de délire un peu stoner qui a un peu une esthétique complètement folle, et où on a le personnage de Julianne Moore qui a ce côté un peu déesse guerrière dans mon souvenir. Donc je trouvais ça intéressant. J'ai beaucoup aimé le dessin qui est très coloré, qui teste plein de choses, qui est vraiment, je trouve, en osmose avec l'écriture qui est complètement délirante d'Alan Moore. Les deux, il y a des moments où ça switch de dessinateur. Ouais, c'est vrai. Le deuxième dessinateur, il est bon aussi. Il est très très bon aussi. Mais moi, c'est ça que j'adore, c'est que tu vois, Alan Moore, il va te parler d'un coup, il va t'écrire un truc comme si c'était une légende mythologique. Après, il va partir dans la science-fiction. Après, il va partir dans un délire onirique. Et le dessin va suivre. Et on va avoir des trucs complètement fous, comme un moment où c'est carrément roman photo. Ah ouais, génial. C'est complètement dingue. Trop bien. C'est ça, on est tout le temps désarçonné, et à chaque fois ça va nous faire réfléchir, ça va nous pousser à trouver un moyen de pouvoir accepter ce qu'on nous donne et de poursuivre la lecture. Et non, mais je trouve ça intéressant parce que quelque part,
Alors vous allez me dire, elle est complètement folle, mais je trouve que Alan Moore, il parle quelque part de la vie, de ce qu'on vit, c'est qu'il y a plein de fois où on va être désarçonné et qu'il faut toujours qu'on trouve un moyen d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher pour nous permettre de continuer et à évoluer dans cette vie qui est parfois complètement incompréhensible et complètement folle et complètement dingue et voilà. Enfin, moi voilà, c'est un peu tout ce que ça m'a apporté comme émotion, ce titre-là. Mais je pense que c'est un titre que j'essaierai de relire, peut-être en mettant des post-it sur les images qui me dérangent, je sais pas. Mais c'est un titre qui est quand même difficile à aborder, je pense. Et il faut pas avoir peur, parce qu'après, j'ai pas parlé aussi, il va nous parler de magie. Enfin, on retrouve l'essence l'essence d'Alan Moore dans le comics. Vous voyez, j'ai vraiment du mal à ordonner mes idées parce qu'il y a plein de choses de partout qui explosent, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'était Alan Moore qui essayait de faire du Gaiman. Parce que moi, enfin, je l'ai résumé comme ça à Spades et on m'a dit que c'était pas que je me trompais, mais moi j'ai eu vraiment l'impression que c'était Sandman qui rencontre Unwritten dans l'univers de Transmétropolitane pour la ville vraiment complètement folle avec ce côté un peu futur, un peu désabusé. C'est pas bête, moi. Excuse-moi, c'est juste pour pas perdre ma phrase. Moi, ça m'a fait penser au début au comics Stardust de Gaiman. Donc, je pense que ouais, t'es sur une. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec toi. Du coup, après, j'ai pas encore lu Sandman, mais voilà. Il faut lire Sandman. Mais Gaiman est te prend plus par la main et essaie d'être un peu plus. Il est un peu peut-être plus didactique, un peu plus pédagogique. Alan Moore qui te balance en plein milieu de son truc sans vraiment essayer d'expliquer et enfin c'est à toi d'essayer de décortiquer tout seul mais vraiment j'ai le côté mythologique, le côté un peu je joue avec toutes ces références que ce soit de la pop culture ou de la culture tout court, de la mythologie. Ça, c'est culture tout court. Ouais, la culture tout court. Parce que sur les influences, il y a des choses qui sont vraiment hyper costauds, hyper pointues. Et bien entendu, en fait, quand on est un peu fier de nous, mais on sait que si on n'est pas vraiment un sale con prétentieux, on sait qu'on en a sans doute raté plein. Et je comprends en fait que Faye, elle a l'impression que la façon d'en parler, ça soit difficile parce que ça part du sens. Parce qu'il est tellement dense, ce comics, il est tellement dense, et chaque partie qui est traitée, il est très très bien traité en profondeur, sans jamais qu'on soit pris par la main. Ça, c'est clair et net, parce que il va vous balancer des trucs, il va pas vous expliquer. Par exemple, quand il vous parle de la Goétie, si vous connaissez un peu la Goétie, vous savez que c'est l'art d'invoquer les démons dans la Grèce antique. Je crois que c'est l'inverse de la tellurgie, mais là, vous avez la référence, c'est très bien, mais James aussi a raison dans ce côté, c'est-à-dire on te prend pas par la main. La partie où elle commence à rencontrer les anciennes Promethea, moi j'ai eu l'impression qu'il s'est pas mal appuyé sur un livre que vous avez peut-être lu, qui est super intéressant, qui s'appelle Psychanalyse des contes de fées de Bettelheim. C'est un truc qu'on apprend très régulièrement. Ouais, tu l'as lu toi, Diane ? J'ai lu la moitié, quand j'étais ado. Moi, en tout cas, ça m'a aussi fait penser un petit peu à tout ça. Et tout est symbolique, tout est culture, tout est religieux. Où effectivement, ça passe de la Kabbale aux religions hindoues, au catholicisme aussi, et qui est présenté d'une façon qui est assez négative sur le début et de moins en moins après au fur et à mesure où on avance. C'est la grande force de Moore, hein, c'est-à-dire c'est jamais complètement manichéen, même si lui, on sait que le mec, il a des idées qui sont aussi très 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 arrêtées. Et ça va aller même jusqu'au mythe arthurien. Et là, tout le passage, il y a un passage où d'une relation sexuelle entre Promethea et notre personnage. Alors encore une fois, pour tous ceux qui vont le découvrir, ça va être génial. Mais toute la symbolique dont il parle, notamment du Graal et de la lance des chevaliers, en fait, la description qui va le faire de la symbolique, on va dire putain, mais oui, effectivement, en fait, en gros, c'est que le Graal, c'est la femme dans toutes les qualités féminines classiques, et que l'homme va avoir besoin de rentrer en elle pour acquérir aussi un peu de sa sagesse, alors que lui c'est plutôt la volonté. Et on dit ah ouais, mais en fait c'est évident. C'est évident, et ils vous balancent, les auteurs vous balancent ça dans la tête, et pour tout le monde. Je rappelle que Alan Moore, il ne fait plus de comics.
Et dans l'histoire, moi je devais pas le faire ce podcast, mais je me suis dit je peux pas passer à côté parce que du Alan Moore en fait, il y en a plus quoi. Et quand on a la chance de redécouvrir un truc d'Alan Moore, c'est toujours une claque. Et là pour moi ça a été la même chose, alors que Promethea au début, je me suis dit bon, est-ce que ça a encore le côté un peu centré de l'auteur qui parle de la force de création. C'est pas forcément quelque chose sur lequel je suis très très fan, de parler des muses. Ça me fait toujours un peu penser à, je sais pas si vous vous rappelez de cet épisode de South Park. Qui s'appelle... t'as parlé de Charmed. Non, mais de Charmed, ça m'a fait penser aussi, mais il y a un épisode de South Park qui s'appelle Imagination Land. Et au début, ça me faisait un petit peu penser à ça, mais bien entendu, traité de manière très très différente. Et mais là, franchement, même si, en fait, c'est toutes les obsessions de Moore, la magie, la symbolique, la culture et tout ce que vous voulez, il arrive à en faire quelque chose d'extraordinaire. Mais moi, ce que j'ai aimé vraiment, c'est de voir à quel point il était parti dans une grande réflexion et à quel point justement il avait du recul. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont lui plaire dans les différentes religions et des choses qui vont pas lui plaire aussi. Et en fait, on a l'impression qu'il construit. Tu vois, j'ai eu l'impression de voir la construction du monde Alan Moore. C'est-à-dire que on voit pour lui ce qui est important, ce qui est moins important, on voit les bons côtés, les mauvais côtés, ce qui place en avant, les femmes, comment il les voit. Enfin, j'ai l'impression de voir un peu comme si c'était un manifeste de sa philosophie, sa manière de penser. Enfin, je trouvais ça très métaphysique. Moi, j'ai eu l'impression que la perception de la réalité qu'il montre dans Promethea, c'est la perception, c'est sa perception de la réalité. C'est tout ce délire de, l'imaginaire n'est qu'un espèce de monde où tout le monde va puiser et où tu peux, grâce à la raison, grâce à la fin. Je sais pas si le côté un peu didactique du début, au tout début, où elle arrive dans le, je sais plus comment il appelle, l'imagina. Rome, ou je sais plus comment ce monde s'appelle, et du coup elle va y arriver et elle va voir plusieurs Prométhées, puisqu'au final Promethea, excusez-moi, elle va avoir plusieurs Promethea, puisque au final on voit qu'elles sont, pas trop spoiler. On découvre très vite, c'est pas trop de spoiler, mais on découvre trop vite qu'en fait Promethea c'est une parmi plein de différentes, et et chacune va lui expliquer un peu comment elle peut se défendre face à ses ennemis, et à chaque fois t'as l'impression au début qu'elle parle de comment se battre, mais avec un épée ou un bouclier, mais non, en fait ça parle de rhétorique, et ça parle de comment et de perception, et de... C'est ça. En fait, si tu regardes, tous les persos te disent voilà ce qu'on te propose, mais en gros il faut que toi tu trouves ta propre manière de faire. Ouais. Et c'est ce que je te dis, c'est trouver sa propre force en fait. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai l'impression que c'est la façon dont Alan Moore veut qu'on perçoive nous aussi cette réalité. Ouais, c'est un truc que j'ai vu quand je lisais sa bio du coup, et que j'ai regardé. Il disait que au lycée du coup, donc il s'est fait choper en train de vendre du LSD, etc. À ses petits camarades et sûrement à d'autres personnes. Et en fait, il disait que la drogue, ça lui avait ouvert cette idée-là que on vivait dans une réalité, mais qu'il en existait plein d'autres qui étaient tout aussi importantes. Mais voilà, que c'était vraiment, le monde n'est pas que la réalité qu'on peut percevoir et qui est genre sous nos mains, et du coup c'est complètement ça en fait, Promethea. C'est complètement cette vision là des choses en fait, cette espèce de révélation qu'il a eue au lycée qui est retranscrite. Je crois qu'il y a même une idée comme quoi notre réalité n'existerait pas, et c'est qu'un plan parmi. C'est le plan. Elle existe, mais c'est pas la seule. Pardon, excuse-moi, je t'en prie. Non, c'est bon. Je disais, elle existe, mais c'est juste pas la seule, en fait. C'est vraiment même pas la plus importante. Et il y a toute une idée, effectivement, que Promethea, en fait, est amené presque à faire réaliser aux humains qu'il y a cet autre monde dont parle Diane, mais qui est un plan qui est encore différent, et qui même, il le montre un peu comme supérieur, qui est ce qui permettra aussi aux hommes, par l'imagination, de se libérer. Là où moi je trouve qu'il y a un truc qu'il faut qu'on en parle aussi, on en parlait très rapidement en off ensemble, mais que c'est aussi, je trouve, une énorme déclaration d'amour aux femmes, et elles sont pas forcément magnifiées, mais on voit que
c'est quelqu'un qui aime les femmes, et autant sur d'autres comics dont on a parlé, je trouvais que c'était fait des fois de manière un petit peu grossière. Là, c'est vraiment fait d'une manière qui est subtile. Toutes ces Prométhéas en fait sont tous les aspects de la femme finalement, et plus on va aller vers le comics, et plus on va vraiment comprendre à quel point ce Prométhée représente un idéal de on va dire, comme disait Faye, le genre d'acceptation, de réalisation de soi. Par contre, vous qui avez fait les auteurs, le monde, est-ce qu'il était censé continuer, est-ce qu'il était censé durer? Parce que quand on lit, en fait, on a l'impression que c'est presque une héroïne qui ferait partie d'un Moorverse, quoi. Je sais pas si Moorverse, ça serait très 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 bon, mais il y a peut-être que t'as raison, parce que j'ai vu qu'il y avait des crossovers avec Tom Strong, donc qui est aussi chez ABC Comics, donc son America Best Comics, qui c'est son espèce de label qu'il a sorti. Donc peut-être qu'il y a parce que l'équipe l'équipe de super-héros là, les héros de la science, c'est un truc qu'on dirait qui existe déjà dans l'univers, c'est déjà acquis, et peut-être que c'est des trucs qui ont déjà existé, qu'il a repris d'ailleurs, et qu'il y a déjà des trucs, hein. Parce que je te dis, il y a un crossover avec Tom Strong, donc peut-être qu'il y a d'autres. Et Suprême, c'est pas le même univers, parce que Suprême, c'est l'espèce de Superman de Moore, je crois. C'est pas censé être le même univers aussi? C'est une vraie question que je pose, hein. J'ai pas forcément d'avis, mais. Je sais pas. Je ne sais pas si les auditeurs ont la réponse, qui n'hésite pas à nous la donner. Pas beaucoup plus non plus. Après, Moore, c'est un gros fan de Marvel. Donc aussi, il a toutes ses inspirations niveau super-héros et tout qui viennent de là. Donc peut-être que, je sais pas, dans sa tête, il a plein de super-héros qui existent et qu'il a jamais trop couché sur le papier. Enfin, je sais pas. Parce que voilà, ça fait d'ici, quoi. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même une proximité entre Promethea et Wonder Woman, d'ailleurs. Grave. Oui, carrément. Après, moi, je sais pas si c'est vraiment une déclaration d'amour aux femmes, comme tu dis. Je sais pas, c'est peut-être... Enfin, je sais pas, par déclaration d'amour, j'ai l'impression que il mettrait les femmes un peu sur un piédestal et tout, et c'est pas du tout ce qu'il fait, en fait. Elles sont juste là, elles existent, et elles ont leur force en tant que femmes, parce que voilà, c'est comme ça, quoi. Mais enfin, j'ai pas l'impression qu'elles soient vraiment magnifiées au sens de la déclaration d'amour, tu vois. Non, moi je trouve que c'est plus une déclaration de guerrière. Enfin, je trouve qu'elles sont. C'est la déclaration de guerrière. Allez. Hein? Non, j'ai dit c'est la déclaration de Moore. Ah, la déclaration de Moore. J'avais pas entendu, excuse-moi. Un calembour très fin. Faut que tu arrêtes de traîner avec XP, hein. C'est ça, c'est dangereux pour la santé. Après, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que on peut justement, moi ce que je trouve intéressant quand on veut faire vraiment on peut faire une déclaration d'amour aux femmes et à la féminité, puisque en fait, vraiment vers la fin, on commence à avoir justement les magiciens qui représentent les hommes et les femmes qui sont plutôt représentés par ces déesses Promethea. Et Promethea, devient l'espèce de la femme. Justement, je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir une déclaration d'amour sans verser dans l'idolâtrie pure et dure, quoi. Et ce qu'on appelle sur Internet, quand on parle c'est un peu nul comme terme, mais des simps. Ouais, d'accord, ok. Oui, je vois. Je sais pas la ref. Et Faye, tu voulais dire un truc parce que je t'ai interrompu avec ma blague nulle. Ouais, non, mais j'ai oublié. Ah non, désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. La pauvre Faye. Est-ce que moi je vois pas d'autres je suis désolé, je suis crevé et j'aurais voulu continuer ce débat non mais en tout cas je pense qu'il faut vraiment lire le titre et vraiment relire, surtout si on aime Alan Moore. C'est vraiment un chouette titre à lire et à relire, je pense. Être sûr d'avoir. Moi, clairement, je vais pas le continuer en numérique. Je pense que je vais soit l'acheter, soit me le faire offrir. Ouais. Parce que je pense qu'en version papier, déjà, ça sera mieux. Plus simple de s'arrêter sur les cases, de s'arrêter sur toutes les significations et tout ça. Et
et ouais, éventuellement voir des références littéraires que j'ai pas vues là avec ma première lecture. Je suis tout à fait d'accord avec cette jeune fille. Un très chouette cadeau de Noël, je pense. Et est-ce qu'il était prévu aussi qu'il y ait une suite? Parce que ça s'arrête. Enfin, moi, quand ça s'arrête, il y a plein de trucs qui sont laissés en suspens dans l'histoire, qui sont absolument pas résolus. Donc, est-ce que vous savez si éditorialement c'est quelque chose qui aurait dû continuer? Je pense pas. C'était écrit nulle part et je pense que c'est aussi un peu Moore son délire. Enfin, je sais pas si t'as lu Providence. Non. Mais ça finit un peu comme ça aussi, où tu fais mais il y a plein de questions qui restent en suspens et ça tant pis pour toi. C'est voilà, c'est à toi de continuer avec ton imagination par exemple ou quoi. Je sais pas si c'est ce message qu'il veut faire passer aussi, mais après c'est pas obligé d'avoir. Ça pourrait coller. Mais après dans la vie t'as pas toutes les réponses et parfois c'est t'apprends par ton voyage et je pense qu'à chaque lecture du bouquin t'auras toi-même des réponses différentes à ces questions qui restent en suspens à la fin. Je parle de procédés d'écriture qui sont un peu plus traditionnels. Je sais que Moore est assez iconoclaste sur ce point-là, mais il y a tout l'arc du maire avec ses multiples personnalités qui devient autre chose. Je marche sur des œufs pour vraiment pas essayer de divulgacher à nos auditeurs, mais ça, vous voyez, c'est clairement ça s'arrête, il y a pas de suite. C'est étonnant, quoi. D'accord, ok. Peut-être qu'il lance des pistes, il s'est dit pourquoi pas. Ouais, c'était peut-être un truc qu'il avait en projet et finalement il a laissé tomber. Je pense que ouais, je pourrais pas je pense qu'il vaut même pas essayer de comprendre. Alan Moore, ça se trouve un jour ça va y péter, il va faire une suite. Je crois qu'il touchera plus les comics, le fera pas. Malheureusement. Il se fait vieux quand même le Alan Moore, donc je sais pas s'il va se relancer de sitôt. Il y en a d'autres qui se gênent pas, hein. Regarde Claremont qui continue à écrire, Byrne aussi. Après, après le scénario, il peut dicter à quelqu'un pour taper le scénario et puis. Mais je me dis quand il va mourir et tout, peut-être on va retrouver genre plein de notes, de cahiers, de trucs. Ça va être hyper intéressant. Il avait écrit plein de trucs, mais il va interdire qu'on les publie parce que. Oui, c'est son style. comme pour... Je me fais cramer avec. Comme pour Johnny, ils ont retrouvé plein de carnets de chansons bizarrement. Pour pouvoir sortir des albums. D'accord. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord. Je compare à L'amour de Moore à Johnny. Oui, Et c'est pas lui qui c'est dangereux comme T'es vraiment de droite, hein. T'es vraiment de droite. Pourquoi c'est de droite, Johnny? Bah ouais, c'est de droite, c'est complètement de droite. Carrément. Ah oui, c'est la même chose que Sardou. Sardou, c'est extrêmement. Sardou, oui, je veux bien le croire. Mais Sardou, j'avoue que j'adore. Ah ouais? J'adore ça. Voilà, t'es moi droite. je suis plus Aznavour quand même. Pourtant t'aimes pas non plus Aznavour. Moi j'aime beaucoup Aznavour aussi. Enfin, je pense que les gens s'en foutent de mes goûts musicaux. Non, les gens sont intéressés. Non, je pense que les gens se disent que vous êtes très très vieux. Moi j'aime bien Aznavour. Oui, Pépé James. Mais Aznavour c'est de gauche, plus tu vois. J'aime Aznavour. Ça chante sur le. Il est centriste. On peut ça chante du Sardou. Peut-être émission Sardou. Peut-être que je lancerai mon podcast spécial Sardou. Chaque podcast. Il y en a un qui existe déjà. Ça existe déjà. C'est sûr, ça existe. C'est Stockholm Sardou. Stockholm Sardou. Ouais. Tu vois. Propose ta candidature. En chroniqueur. Qui passe sur la radio des Michel, la radio qui passe que des titres avec des artistes qui s'appellent Michel. Ah bon, c'est vrai? Oui. Ah bon. Ça, c'est une bonne radio. À écouter, je sais. Allez donc. Je pense qu'Alan Moore, il entend notre émission, il dirait c'est des connards, vous aurez compris. Mais qu'est-ce qu'il parle de Sardou? Ah mon dieu. Est-ce que Alan Moore connaît Sardou? On pourrait lui faire. On a vu que Tom Hanks, il écoutait Johnny, il a dit dans une interview. Ah bon? Ouais, mais ça se trouve, le mec, il est arrivé en France, il a dit bon, c'est qui le chanteur qui est connu? Tiens, lui, il est mort. Dans une interview aux États-Unis, un truc qui n'était pas du tout genre en promo pour faire plaisir aux Français. En fait, je crois que c'était chez un Jimmy Kimmel ou un truc comme ça. Il disait que lui, il écoutait, il avait découvert un mec français qu'il adorait, c'est Johnny, et il avait vraiment le truc. Et c'était pas dans un truc chez Michel Drucker pour faire plaisir. Putain, c'est fou. En même temps, Tom Hanks chez Michel Drucker. Oui, j'y crois pas trop. Et pourquoi on est aussi mis à parler de ça? Parce que Johnny est fou totalement. Parce que Johnny égale Alan Moore.
dans ma tête. C'est le pouvoir d'Alan Moore. Dans sa Alan- réalité alternative. Alan Moore, il est en nous. Clippez ça, et s'il vous plaît, clippez Tu vois, ça. c'est ça les pouvoirs de la drogue. Il nous envoie de la drogue via son truc et on pète tous un plomb. Et on va finir par bouffer des brownies en écoutant Johnny Hallyday. Voilà. Je veux un clip de Vincent qui me dit Alan Moore. Ah non, la commande marche pas, je crois. Ouais, Alan Moore égale Johnny. Je le ferai via Alan Moore, il la... est supérieur à via Michel la Sardou, rediff. ça je suis d'accord. Alan Moore est supérieur à Michel Sardou, les deux font la gueule, je me demande si c'est pas le même, si c'est pas la même personne en fait. Depuis le début, c'est Michel Sardou avec une fausse barbe. Bon là, ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Je vais essayer de... Mais- Bon, on va voyez passer au... En fait, je pense que dans les dessins, ça fait le côté psychédélique, ça fait comme si on était hypnotisé, et en fait, ça nous envoie des effets du LSD. Et on le sait pas, et on a été LSD par le titre. LSDifié. Peut-être qu'ils mettent... Mais ouais, On c'est va dans passer au le reco de vrai la bouquin, semaine. ils mettent du LSD dans les pages, tu Mais sais. ouais, Si putain, tu en fait, les quand on goûtes. va acheter le bouquin, on va devenir zinzin. C'est du Mais non, mais buvard. je sais. En fait, C'est comme dans si le- vous nous voyez dans ces nuits. Faye, c'est comme dans le nom de la rose. Tu te rappelles dans le Mais nom de la oui. rose, les pages Mais sont oui, mais c'est trop ça. empoisonnées. Attends, chut, attends, mais voilà, tu viens de spoiler le Il nom de vient la de rose. spoiler bah, tranquille. super. Putain, mais le nom de la Dire rose, la fin. ça a 40 ans le film, 30 ans. Bah oui, mais il y a peut-être des gens qui ont pas vu et qui ont envie de regarder le Bon. film et Tu de vas lire le m'obliger à livre. biper. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé le livre et le film. Voilà. Donc voilà. Ah, On va passer au reco. Tu vois sur le chat Schizophile qui dit quelqu'un peut-il dire qu'il a vu Moore et Sardou ensemble dans la même pièce? Je ne crois Ah pas. ben ouais. Tu vois, complot. Schizophile, toi tu sais, comme on dit, les vrais savent. Ouais. Mais bon, C'est ça, si c'est jamais ça. vous voyez Vincent Bon, on arrête. passer à poil S'il dans vous les plaît. rues en chantant Michel Sardou, c'est qu'il a pris du LSD en touchant les pages du livre d'Alan Moore. Voilà. Donc, on va passer au reco de la semaine. Avant de te les reco, dernier petit tour de table. Vous recommandez Promethea, vous l'offrez à Noël. Ouais. Faye, Tu peux me l'offrir même. Vincent. Alors les yeux fermés, et encore une fois, si je veux vraiment dire un truc, c'est que Alan Moore, moi j'y crois pas qu'il va réécrire un jour, enfin en tout cas pour du comics, donc s'il y a un truc qu'on connaît pas de lui, il faut voir ça comme une chance et y aller quoi. Est-ce que tu le ferais lire à ta femme? Bah, comme je vous ai dit, si Pénélope Bagieux, je peux lui faire lire, mais pour l'instant c'est en bande dessinée, ça va pas beaucoup plus loin. D'accord. Diane. Eh ben oui, carrément. Comme je disais, je compte acquérir le comics en vrai. Je le prêterai allègrement à mon entourage et surtout ça m'a donné envie de commencer Jérusalem que j'ai chez moi depuis sa sortie et que j'ai jamais ouvert. Et je me suis dit une fois que j'aurai terminé ce comics là, je pense que ça sera une bonne dans la bonne continuité quoi. D'accord. On va passer au reco. Faye, tu vas commencer parce que t'as l'air d'avoir très mal à la tête. Oui, non, Comme ça, moi du coup, j'ai envie de mettre en lumière un de nos auditeurs parce que ça me fait c'est vrai que tu super. voulais parler de ça. Ouais, ça me fait super plaisir de voir que qu'on a donné envie à nos auditeurs comme ça de eux aussi se lancer dans la création et j'ai envie de saluer le travail de Warson qui donc s'est lancé dans le monde du podcast avec le podcast Bonjour chez vous, qui est en fait un podcast qui va parler de vieilles séries cultes, enfin de séries cultes en général. Il a fait un premier numéro qui était sur Le Prisonnier, une excellente série que je vous conseille, et là il a sorti son deuxième épisode qui est sur Cosmos 99, et voilà, moi je veux l'encourager parce que vraiment entre les deux épisodes il a fait énormément de progrès, il y a du super boulot, c'est très très bien écrit, le son est très très agréable, il faut vraiment qu'il continue, donc voilà, je vous demande de l'encourager, n'hésitez pas, vous pouvez trouver les liens sur notre Discord, on le partagera aussi dans la publication. Je sais qu'il les publie sur le site, je crois, c'est Encore, ça se prononce, c'est ça, hein, James? Onshore Onshore ou encore. Voilà, mais bon, vous pouvez via ce site, après récupérer le flux RSS et vous abonner à vos applis de podcast, y a pas de problème. Mais voilà, n'hésitez pas à l'encourager parce que moi ça me fait plaisir de voir d'autres passionnés qui ont envie de s'exprimer. Et je trouve qu'en ce moment, c'est important de pouvoir faire des choses qu'on aime et de partager ce qu'on aime avec les autres. Ça peut aider, pour le moral et pour plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller l'encourager. Voilà. Ok. Eh ben merci beaucoup. C'est très cool. Diane, est-ce que t'as une reco à nous faire?
Ouais, une chaîne YouTube. Alors, il faut comprendre l'anglais, mais il y a souvent les sous-titres, en anglais, sont disponibles. Je crois que la traduction française est pas ouf, mais bon, c'est intéressant. Du coup, j'y ai pensé parce que dans Promethea, il y a donc le maire qui est des troubles de dissociation. Donc la chaîne, ça s'appelle Dissocia Did, donc Dissocia comme de dissocier mais avec un A, et Did D-I-D. Et en fait, c'est une jeune femme qui parle de troubles de dissociation de l'identité, et elle-même en est atteinte, et donc elle parle de tout ça, de comment ça se déroule, comment on vit avec ce trouble-là, parce que c'est vraiment pas simple du tout, et pour comment ça se met en place. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on voit comment le cerveau gère un traumatisme, en fait, parce que ça vient d'un traumatisme de l'enfance, et pour se protéger, il va créer plein de personnalités, et c'est vraiment hyper intéressant. Voilà. Vincent, est-ce que tu as une reco à nous partager? J'en avais pas trop parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas censé faire l'émission, mais en plus elles sont bien, vos recos. Alors je vais vous recommander du Michel Sardou. Écoutez les paroles. Oh putain. Écoutez les paroles de Michel Sardou, et enlevez-vous en général les préjugés qu'on peut avoir sur un artiste. Et peut-être que vous aimerez. Et je vais peut-être recommander un t-shirt que j'ai voulu faire à un moment donné. Dites-moi si c'était une bonne idée ou pas. Vous savez que sur Michel Sardou. Ouais, sur Michel Sardou. Vous savez que la mère de Michel Sardou, qui était une artiste aussi, s'appelait Jackie. Oui, Jackie Sardou. Jackie Sardou. Et j'avais envie de faire un t-shirt avec la tête une photo des deux, quoi, quand ils sont jeunes, la mère et le fils, et d'avoir marqué dessus Jackie et Michel before it was cool. Ah d'accord. D'accord. Est-ce que vous l'auriez acheté? Avoir la méga ref. Non. Alors je n'ai absolument pas pas compris, et comme je suis pas très fan des Sardou. Jackie et Michel, c'est un truc de porno. Je connais pas. Écoutez, je suis jeune et innocente. J'avais fait une pub pour VHS et Canapé, un des podcasts qui est sur notre label audioactif, où j'avais dit merci Jackie et Michel, et en image j'avais mis Jackie, le fameux tueur du vendredi 13. Si vous avez vu les vendredis 13 premiers du nom en version française, sachez qu'il ne s'appelait pas Jason, mais il s'appelait Jackie à l'époque. Wow. Et Michel Myers, le plus grand, le plus fort de tous Parce que pareil, la VF c'est Michel au lieu de Michael. C'est Michel au lieu de Michael Myers. Oh Michel, qu'est-ce qui se passe? Ces VF, ça nous a régalé. Hein. C'est comme Chic Tabac. Ah mais oui. Et Yann Solo le Breton, franchement, ça nous a régalé. Et moi je vais vous conseiller, tiens, on va rester dans la même veine. Je vais vous conseiller deux trucs. On va commencer. Faye m'a fait découvrir La Baie Sanglante. Sur Shadows de Mario Baba. Donc, c'est très très bien, arrête. De qui? Comment il s'appelle Mario Baba. Tu sais que j'ai vu, alors ça va te plaire, j'ai vu dernièrement un film réalisé par son fils qui a fait aussi la Caverne de la Rose d'Or, et il a fait un film aussi qui est sur Shadows qui s'appelle Démon. J'ai regardé le premier, et je regarde les autres, qui est très très drôle aussi. Moi je vous le conseille. D'ailleurs il y a un Frag City qui est sorti dessus, vous pouvez écouter aussi. Et La Baie Sanglante, donc il y a un giallo, c'est un peu l'ancêtre du slasher. Disons que c'est ce qui a inspiré. C'est un des films de tueurs italiens. Et je crois que je n'ai jamais vu de film où il y avait autant de twists. Puisque je crois tous les twists. Le tueur change 15 fois d'identité. Non, c'était moi. Ah non, en fait, c'était moi. Et en fait, c'était. Il faut pas dire. Le dernier twist est à c'est d'un surréalisme. C'est excellent. J'avais oublié en plus. Mais enfin, il y a vraiment, c'est fou parce que, on regarde. Moi, je suis très 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 fan du premier Halloween donc de John Carpenter. C'est un de mes films préférés. Et on voit vraiment, il y a des tics de réalisation qui sont repris, et on dirait vraiment La Baie Sanglante, c'est
Halloween, mais vraiment balbutiant, brouillon un peu avec ces tics qui reviennent, le côté Non mais toute cette esthétique, c'est vrai que ça a pas mal inspiré, oui, ce cinéma. Il y a aussi Le Voyeur, par exemple. Il y avait eu une excellente émission par l'équipe de Monsieur Bobine qui parlait de ce film anglais. Tu peux parler aussi de Frenzy aussi dans le côté un peu voyeur de Hitchcock. Psychose aussi qui fait partie de toutes ces influences qui ont mené au slasher. Et donc si vous avez l'occasion de voir La Baie Sanglante, mais c'est très très bien, mais il y a d'autres films. Voyez-le, c'est très drôle. Mais c'est excellent. Alors, sur Shadows, je profite, il y a beaucoup de petites pépites de vieux films, et c'est vrai que ça me fait plaisir de redécouvrir du cinéma italien. Vous avez du Dario Argento, vous avez du Fulci, c'est assez intéressant. Avec une VF à oui, t'as voulu tester la VF. Et tu parlais de la Rose d'Or, la caverne de la Rose d'Or. Est-ce que vous avez fait un geek en série sur la caverne de la Rose d'Or? Oui, on en a fait un parce que nos auditeurs l'avaient proposé sur le Tipeee. Avec Fantagaro. Et moi j'avais fait tout un truc sérieux et James il était mort de rire. Mais c'est horrible. J'adore les Cavernes de la Rose d'Or. Ces films sont horribles, c'est une torture. C'est des mini-séries d'abord. Ouais. Romualdo il se fait kidnapper à tous les coups, c'est pareil. Ah oui, fini en pierre. Moi ce que j'adore c'est Brigitte Nielsen dedans. Ah putain, je m'en rappelais pas qu'elle était là. Eh oui, elle fait la sorcière, elle est tout le temps en train de rigoler puis de lever ses bras là pour sa cape. Elle est géniale. Elle doit cachetonner comme jamais quoi. Ah oui, elle cachetonnait comme jamais. Moi ce que je me souviens c'est Loi. Oh, mon Dieu quoi, mais il y a que ça le non mais il y a un moment où vraiment on sent qu'il y a de la mais il y a de la maltraitance animale, ça se sent. Écoute, je renvoie nos auditeurs à cet épisode. Je sais qu'il a eu beaucoup de succès, ça fait beaucoup rire apparemment. Il y a des moments où elle tient le coup de Loi, tu sens trop elle a deux doigts. Il y a un moment elle balance Loi surtout aussi. Enfin, on a vu pire. Mais tu sais qu'à un moment. Maïté et la tu sais qu'à un moment ils ont. Ça allait plus loin. Ah ouais. Non mais tu sais qu'à un moment, je crois qu'ils ont vraiment buté une oie et en fait t'as une scène où on voit une oie morte en fait. Non, c'est fou quoi. C'est pas pire que Cannibal Holocaust et sa tortue qui se fait défoncer. C'est la vie. En tout cas, abonnez-vous à Shadow, c'est sympa. Abonnez-vous à Shadow si vous avez. Et le truc que je voulais, c'est le bar à jeux Les Castors, donc qui est fermé pour l'instant, mais ils sont en train de lancer plein de. On a fait hier, on a fait Pop Pop, notre émission de quiz avec eux. Les grands, c'est les grands gagnants de notre quiz. Donc c'était eux. Et du coup, pour les aider, parce que ils ont besoin qu'on like en masse leur chaîne. Leur page Facebook, leur page de réseaux sociaux, et que vous hésitiez pas aussi par exemple à laisser une note sur Google, ce qui leur permettrait de pouvoir mettre en place certains outils qui pourraient les aider, surtout que là on apprend que les restos, apparemment les bars et les restos ouvriraient pas avant au moins mi-janvier. Donc allez-y en masse les aider, c'est des gens vraiment très gentils. Et très cool. Je pense qu'on le dira tous parce qu'on a fait l'expérience de leur bar. Vraiment, leur bar est super, c'est un endroit, un des meilleurs endroits. On n'est pas payé rien du tout pour vous dire ça, c'est vraiment, ça vient du cœur. Vous savez. Donc allez-y vraiment. Et samedi sur leur chaîne Twitch, ils vont proposer un quiz ciné. Donc si vous voulez vous amuser. Le cinéma de l'animation. Donc allez-y. Samedi 21h. Si vous avez rien d'autre à faire, et ceux qui sont sur le chat, j'ai les infos de Monsieur Macron en entier. Donc pour résumer, je vous dis ça. À partir du 28, on pourra sortir se balader toujours avec la petite attestation parce qu'on reste en confinement jusqu'au 15 décembre. Donc mais à partir du 28, vous pourrez vous balader cette fois-ci non pas à 1 km mais jusqu'à 20 km pour les petites balades. À partir du 15 décembre, apparemment, le confinement commencera à être levé. Et on aurait les réouvertures des cinés, donc je suis allée vérifier l'info. Les commerces, eux, pourront réouvrir à partir du 28 novembre. Mais bon, voilà, c'est encore en confinement. Donc voilà, à partir du 15, ça serait un peu plus léger. Il y aurait le couvre-feu, donc on passerait de confinement à couvre-feu entre 7h et 21h. Donc enfin, entre 21h et 7h, si vous préférez. Voilà, donc après, je ne sais pas encore pour les déplacements entre départements. Mais dernière info, apparemment, il a dit, attendez-vous à passer un Noël compliqué. Encore une fois. Donc merci. Je pense qu'on risque d'être limité peut-être en nombre de personnes qui peuvent se voir. Et en bouquin de Noël, moi je vous offre Comics Discovery. Oui. Puisqu'il y a l'épisode 1 qui est sorti. Je sais pas si Diane a eu le courage de se réécouter. Non, j'ai pas encore eu la foi de m'entendre jouer mal, mais un jour peut-être. Cependant, allez-y, ça peut être rigolo à écouter en fond si vous faites, je sais pas, du bricolage ou quoi, ça peut être marrant.
Donc voilà, il y a le deuxième épisode, donc le premier épisode, parce que le premier c'était un prologue. Donc le deuxième épisode est sorti. On a que des super, franchement, Vincent, j'ai que des super retours sur ta masterisation. Ah bah c'est gentil. Tout le monde me dit que tu maîtrises très très bien. Et ils ont raison de le dire parce que c'est vrai. Donc allez nous écouter jouer à Warhammer avec Vincent qui maîtrise son univers vraiment très très bien. Et ça les dérange pas du coup l'ambiance musicale, parce que comme je passe mon disque de Sardou derrière, je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est pas trop dans l'ambiance. J'ai eu ça comme retour. Il n'y a pas de, malgré ce qu'en dit Vincent, il n'y a pas de, c'est Sardou free. Garantie sans Michel Sardou. Garantie. Vous êtes tranquille. Le meilleur argument publicitaire. Donc là, le premier épisode se passe une bonne dizaine d'années après le prologue et on est face à un nouvel événement mystérieux. Donc voilà. L'enquête. J'espère que j'ai sorti mes lunettes de détective pour l'occasion. Mais finalement, j'ai regardé, sur le prologue, on a commencé à faire quelques vues et tout. C'est moins, pas catastrophique, mais il y a un peu plus de monde que ce que je pensais au final. Je veux pas après. Vous avez l'habitude si les gens de cliquent plus et gros écoutent sport. une minute. Si les gens cliquent et façon, une quand minute, ça lance- les comptabilise comme une vue, donc Ah c'est pas ouais. Non mais forcément les t'as gens. besoin de lui dire ça, Péchérotte, il est tout Mais c'est pas content. méchant. C'était pour le. De toute façon, quand Il faut une que nouvelle émission commence, faut toujours le temps de trouver son chemin. Il faut que Oui, j'entende la réalité, Faye. Il faut qu'il me le dise. Bah oui, non mais James, il est aussi diplomate que Michel Sardou. Je suis désolé, je suis trop méchant. Franchement. Encore un point Merci commun. beaucoup à Écureuil 51. Mais lui, il est vraiment, macroniste en fait, mais il veut pas le dire. qui James, est là c'était pour méchant. nous distribuer de l'amour, c'est vraiment gentil. On va faire un petit raid pour finir. Je veux pas dire l'amour est distribué que sur Diane. Hein. De quoi? Je dis, tu pars distribution d'amour, j'ai l'impression que c'est pour Diane. Hein. Bah non, le View Again, elle parle à tout le monde. Enfin, moi, sais je pas. l'ai pris pour moi. Si c'était Oui, que pour c'est pour Diane, nous c'est tous, pas non grave. Ouais, il me semble que c'est pour nous Ah moi j'ai tous. cru que c'était pour Diane, c'est pour ça. On va faire un petit raid. On va comme d'habitude, parce qu'elle à chaque fois. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ça y est, James il fait des bêtises. J'ai lancé une pub. Ah sans c'est faire pour exprès. tout le monde, ah bah alors merci. J'espère que vous avez adblock. Même moi, ah bah ça va alors. Parce que j'ai lancé une pub sans faire exprès. Je suis désolé. On va faire un petit raid. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. Donc on va comme d'habitude raid grog, puisque elle s'entête à raid à streamer le même jour que nous. Ouais, Ah, elle fait elle fait mardi ce et qu'elle vendredi. Voilà. On va aller lui faire un petit. On va lui envoyer du LSD, du Michel Sardou. Dites-lui LSD Un peu de LSD. dans le chat. Tout le monde lui dit LSD dans le chat. Non, ok. Michel Sardou. Ou Michel Sardou. Ouais, Michel Sardou, c'est plus rigolo. Allez, on part Tout le sur monde dit Michel. Michel Sardou dans le chat, s'il vous Moi, plaît. je serais très très fier que Michel Sardou, ça devienne l'équivalent du robot de Rocky un jour dans cette émission. Ah non, quand même pas. Le Putain, duo, on préfère le le robot de duo. Rocky quand même. Ah, mais je sais Michel Sardou versus le robot de Rocky. qui l'emportera dans un concours d'expression. Qui est le plus expressif? Oh, le robot de Rocky. Ouais, sans doute. Y a pas eu de pub chez lui. Bah, c'est parce que tu devais avoir Adblock. Parce que je peux envoyer 60 secondes de pub sans faire j'ai un bouton pour ça. Bon, c'est pas vrai, c'est pas ça. Donc on lance le raid. Allez lui dire Michel Sardou. La semaine prochaine, on vous parle de Tale from the Crypt. Donc préparez-vous à Ah, je suis frissonner. déjà à fond. Moi je vous dis à la semaine prochaine. On vous fait des gros bisous et voilà, bye bye. Et puis dimanche pour Dimanche 14h sur Discord pour parler du Mandalorien, donc Pedro et le petit Clifford. Allez, bye. Allez, salut tout le monde. Salut. Salut. Ciao, ciao.